Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour la dernière conférence liée à l'exposition Dans l'antre du côté obscur. Je vous présente donc Nicolas Beaujouan qui est essayiste et auteur de Geek la revanche, ainsi que David Perron qui est sociologue et maître de conférence. Pas encore. Pas encore, mais bientôt. Auteur de Culture Geek. Merci beaucoup et très bonne séance à vous. On y va ? Du coup, bonjour. Merci d'être... Vous m'entendez bien, ça va ? Ouais. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, déjà, première remarque, on pourra dire que n'hésitez pas à intervenir, à lever les mains, à nous jeter des choses contendantes pour nous montrer votre présence, parce qu'on n'est pas énormément, donc on peut se permettre d'être un peu interactif, éventuellement, même si, évidemment, nous sommes nous chapeautons un petit peu les tenants de la vérité. Exactement. Ça commence bien. Et donc, on va essayer de vous parler un petit peu des vilains. Alors, c'est vrai que le titre de la conférence « Psychologie du vilain », on n'est ni l'un ni l'autre psychologue, donc on pourra parler évidemment de la psyché du vilain, peut-être, mais pas forcément de sa psychologie. Mais on va essayer ensemble de discuter. Hein, c'est vraiment informel. On va pas faire une conférence docte avec vous. On va essayer de discuter un petit peu de la manière dont on représente le vilain dans la pop culture et puis dans la pré-pop culture, la vraie pop culture, celle d'avant l'industrie. Et dans les mythes, les légendes, toute l'histoire. Et essayer peut-être de typologier, de classer différents types de vilains qu'il peut y avoir, de faire d'essayer de voir quelles sont les différentes sortes de méchants qu'on peut trouver, est-ce qu'il y en a différents ordres justement, comment ils fonctionnent, quel est leur rôle dans la fiction et dans la société et dans notre vie à tous, hein, parce qu'on vit tous avec des vilains, chacun, vous êtes tous au bureau un vilain, je suis sûr, qui vous embête. Donc on va essayer de pouvoir l'identifier ensemble et de discuter quels sont les différents types, les différents rôles de tous ces gens-là. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, sachant que le jeu sera de découvrir quel est le vilain de nous deux. Voilà. Mais vous le savez tous déjà, je pense. Quoi ? Les tatouages. Voilà, alors on a un petit plan vague, hein, on peut dévier, on peut essayer d'en s'en écarter, mais on a un petit plan pour partir de la base, pour ensuite aller vers un peu plus de complexité dans la réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un méchant, qu'est-ce que c'est qu'un vilain. Sommes-nous tous des méchants, des vilains de quelqu'un ? Avec d'abord l'idée centrale que le méchant n'est jamais vraiment méchant, c'est-à-dire qu'on en a besoin en fait. C'est ça qui est une des idées qui est la première quand on a discuté de ce sujet-là, c'était mais en fait c'est pas méchant, c'est un mot péjoratif, alors qu'en fait quand on regarde les fictions, surtout aujourd'hui les séries télé, les jeux vidéo, etc., il n'y a pas d'histoire sans méchant. Donc on en a besoin. C'est ça le premier truc qu'on pourrait dire. Qu'en penses-tu ? Ah oui, non, point de départ, ouais. Sur le vilain et surtout sur notre relation aujourd'hui dans la modernité et dans le monde occidental. Ah, tout de suite, t'attaques fort, ok. Vas-y. Oui, non, parce qu'on parle de notre monde à nous, celui qu'on connaît et celui dans lequel on vit. Donc, on était parti du postulat de définir le méchant comme le rôle, justement, comme il vient de parler. Et donc, on était parti, vu qu'on est dans un monde occidental et qu'on est régi par des règles anciennes et dogmatiques, dirons-nous. On est parti donc du premier méchant connu d'entre nous tous, qui serait Judas. Voilà. Et donc de la réflexion sur justement qu'est-ce que Judas, qu'est-ce qu'il représente par rapport au rôle, enfin quel rôle il a par rapport à Jésus, par rapport à la vérité révélée. Voilà. Oui, c'est ça, parce que Judas, finalement, dans l'histoire, pour ceux qui connaissent dans la Bible, hein, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rôle très réflexif, c'est-à-dire c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est le premier méchant méta, on pourrait dire, Judas, parce qu'il est très conscient de ce qui se passe, et Jésus lui-même, dans la Bible, lui dit, je sais que c'est pas ta faute, je sais que tu dois faire ça, voilà. Je suis désolé, on t'a filé un rôle, c'est pas le rôle le plus sympa, il faut que tu l'assumes, et Judas, finalement, assume ce rôle. Donc et ça, finalement, ça dit quelque chose de ce qu'on retrouve toujours dans la pop culture, c'est-à-dire l'idée que, même si c'est moins dit clairement, que le méchant, le vilain, il est au service de l'histoire et du spectateur. C'est-à-dire, il est là pour nous apprendre une leçon, évidemment, mais aussi pour assumer un rôle qu'il a pas forcément choisi, mais qui dit il faut que je le fasse. Voilà, il faut que je fasse cet acte méchant. Il faut que je trahisse finalement, mais c'est au service du groupe et de la communauté, parce que finalement, on va faire un truc basique, hein, mais toute histoire de la pop culture sert à renforcer la communauté. Au fond, toute histoire culturelle sert à montrer qu'on fait groupe, qu'on est tous humains, qu'on peut se comprendre. Et Judas nous renforce le groupe en montrant par sa traîtrise quelles sont les limites et les frontières de ce groupe-là, et évidemment en tuant le gentil, le vilain, même si Jésus revient après. Mais dans la partie 2. Spoiler alert. Ouais, dans le Back with a Vengeance. C'est ça, Jésus 2. Il n'y a pas de trilogie d'ailleurs. Donc ça implique que quelque part,
le méchant est une marionnette au service d'un démiurge qui serait celui qui écrit l'histoire, quoi, la main de l'écrivain ou de Dieu dans les religions, mais il n'est qu'un pantin. Et finalement, est-ce que c'est vraiment sa faute ? Est-ce que vraiment on peut le blâmer pour ce qu'il a fait ? Alors que sans lui, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'avancement, et il n'y a pas de parcours du héros, parce que là aussi, on est obligé de passer par là. Alors là, tu m'ouvres la porte parce que tu as parlé du démiurge, donc forcément tu m'ouvres la porte. Donc on a tous grandi avec cette idée de Judas comme celui qui a vendu Jésus pour quelques kopecks. Mais en 1945, ont été découverts à Nag Hammadi, dans le désert égyptien, la bibliothèque, la seule dont on ait trace, qui est la bibliothèque gnostique, qui révèle l'évangile de Judas et qui replace aussi Judas de manière différente, qui est très justement moderne pour le coup dans la pop culture, qui est l'idée qu'en fait Judas a vendu Jésus sur demande de Jésus. Voilà. Donc ça replace complètement l'histoire et le personnage différemment. Et donc on se rend compte. C'est quasiment implicite dans la Bible déjà. Enfin, c'est quasiment. Ouais, mais là c'est officiel. Voilà. Là on le sait maintenant. Enfin on le sait. Ça dépend si on y croit ou pas. Mais voilà. Donc ça replace le personnage et en tout cas la notion du vilain et du méchant et du mal et du bien d'une manière très différente. Et on va voir que de toute façon, le gnosticisme dans son absolu traverse aujourd'hui complètement la pop culture. Alors c'est plus mon dada à moi. Enfin c'est le tien aussi. Et que voilà, ça redynamise complètement la modernité. Alors, et ça permet de voir les choses différemment aussi aujourd'hui. Deux choses. Alors déjà, oui, en effet, moi je trouve que c'est déjà très présent dans le texte de base de la Bible que Jésus c'est très. Vous saviez pas que vous allez débarquer dans un truc religieux en fait. Ouais, c'est ça. Après, il y aura les abonnements après derrière. Donnez-vous la main. Mais oui, alors, à la fois, je trouve ça c'est intéressant parce que c'est présent, c'est méta déjà la Bible, et alors encore plus dans les évangiles apocryphes. Alors peut-être qu'on peut faire un petit point rapide de 2 minutes sur le gnosticisme pour les nuls. Alors très rapidement, en gros, on va repartir du début. À partir du moment où Jésus est mort et où il y a la révélation et où la vérité est révélée, en gros, l'Église ne se monte pas d'un coup tout seul comme ça. Les textes ne sont pas choisis d'un seul coup. Donc en gros, vont se développer au début, dans les premiers siècles, des sectes religieuses chrétiennes où chacune va avoir une analyse et un regard différent porté sur la révélation de Jésus. Et donc le gnosticisme, en gros, c'est une version du monde qui, vous allez voir, va répondre complètement à beaucoup. Ça va vous parler. Voilà, ça va vous parler directement. En gros, c'est l'idée que nous vivons dans un monde régi par un mauvais Dieu et que nous devons travailler sur nous pour atteindre le vrai Dieu. Voilà, qui est en gros la matière est mauvaise et la réalité est lumière extérieure et beaucoup trop lointaine pour être atteinte. Et donc c'est à nous de travailler sur nous-mêmes pour atteindre cette vérité qui nous permettra de dépasser la matière. Donc ça, c'est un ensemble de corpus qu'on va retrouver, de corpus idéologiques qui vont se retrouver après dans l'histoire. Alors, malheureusement, Fabien, notre camarade, n'est pas là, qu'il est encore en train de servir au bar. Mais une des grandes thématiques de l'histoire un peu secrète qu'on a dans tous les journaux d'ailleurs d'histoire régulièrement, les magazines historiques, Historia, etc. C'est la tragédie européenne des Cathares qui revient très souvent, qui est une secte gnostique. Les Cathares, c'est voilà. qui déroule justement qui nous vient de très loin, de manichéisme, ouais, d'où le noir et blanc, le dieu mauvais versus l'imperfection de la chair, versus l'extérieur, la transcendance qui est à atteindre, mais qui est jamais possible à atteindre, même les parfaits chez les Cathares, qui étaient une espèce de prêtres cathares. Il était censé respecter une espèce de norme extrêmement stricte, mais même eux, ils savaient bien qu'ils n'étaient que chair. C'était déjà perdu d'avance. Donc c'est vrai que cette opposition-là est extrêmement présente dans la culture populaire et a été quelque part un peu effacée de la version officielle de la religion catholique, en tout cas par différents conciles, donc réunions de grands chefs. Qui ont choisi les textes. Voilà, il y avait plein de textes différents qui racontaient la Bible et ils ont choisi lequel on mettait. Celui-là on le met, celui-là on le met pas. De manière extrêmement arbitraire, non. C'est un choix idéologique. C'est un choix politique, idéologique qui a été fait pour donner la version officielle de la Bible, qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, mais qui n'est qu'une parmi d'autres. Il n'y a aucune raison historique de privilégier une pour les autres par rapport aux autres, quoi. Et donc voilà. Et en fait, dans la pop culture, celui qui est le plus connu, qui a en fait remis à jour cette idée-là, c'était Philippe K. Dick. Alors, par sa schizophrénie et par ses maladies mentales, en fait, il a retrouvé finalement une certaine vérité gnostique et qu'on a pu retrouver après plus récemment pour nous dans Matrix ou des choses comme ça. Voilà. Oui, toute l'idée des mondes virtuels repose évidemment sur cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y aurait un autre monde au-delà du nôtre dans lequel on pourrait atteindre cette espèce de perfection, cette espèce d'idéal qu'on n'arrive pas à atteindre chez nous. Et donc c'est clair que toutes les oppositions qu'on a entre le bien et le mal, entre un monde meilleur et un monde réel, etc., qu'on a dans la science-fiction, la fantasy, toute la culture populaire, le jeu vidéo évidemment très présent. Toutes les théories, toutes les versions de l'histoire secrète. C'est-à-dire, l'histoire qu'on nous a racontée n'est pas une vraie histoire, mais derrière, il y a une vraie histoire qui explique vraiment la vraie.
de Indiana Jones, bon, je suis très fan d'Indiana Jones, donc je parle tout le temps, mais jusqu'aux versions plus très connues du grand public, comme Da Vinci Code, des choses comme ça, qui expliquent la vraie histoire derrière l'histoire. Tout ça, c'est des versions finalement appauvries, mais qui sont issues de cette origine gnostique et de cette goût. L'alchimie évidemment aussi. Voilà, on va pas rentrer là-dedans parce que là on va. C'est juste un teaser. Voilà. Donc on a fait un petit dérivé très rapidement sur cette notion-là parce qu'on va voir que on va continuer à travailler sur les schémas qu'on a trouvés, nous, qui nous paraissent importants sur le rôle du vilain. Mais c'était important de partir là-dessus parce qu'on va voir que, historiquement, voilà, on part des premiers siècles, on a cette idée-là que finalement, le bien, le mal, on sait pas trop où ça se place, comment, machin. Est-ce que le mal est quelque chose qu'on voit pas, et elle est notre réalité. Et finalement, le dieu qu'on croyait bon est en fait un dieu mauvais qui a créé le monde alors qu'on était. Mais on va voir que finalement, dans l'histoire et dans l'histoire de la pop culture, et ce qui nous intéresse sur le débat d'aujourd'hui, si on va pas avoir un débat de discussion, on va voir qu'en fait on va y revenir parce qu'on est aujourd'hui finalement dans cette notion-là, on ne sait plus très bien sur aujourd'hui qui est le vilain, est-il vraiment vilain, est-il vraiment méchant, voilà, il y a une espèce de... Oui, d'ailleurs, les personnages les plus populaires de la pop culture, de Dark Vador à Voldemort, sont François Fillon aujourd'hui, sont des personnages toujours qui sont des méchants. Donc c'est vrai que on les aime, donc on voit bien qu'il y a quelque chose en nous qui nous pousse à les apprécier, donc c'est quelque chose de profond. Donc voilà, donc c'était un petit dérivé pour voir qu'à la fin, voilà, on va y revenir assez facilement finalement sur les archétypes, parce que là on va retomber sur nos pattes. Voilà, sur les archétypes qu'on a un peu identifiés, qui nous intéressent par rapport au sujet. Peut-être un mot moi aussi alors mon côté sociologue me fait revenir un peu à la réalité pragmatique des choses, parce que justement quand on dit que le vilain est un rôle, le côté social est aussi intéressant, c'est-à-dire que nous sommes, alors évidemment on rejoint les mêmes choses qu'on a déjà dites, mais de notre façon, c'est-à-dire qu'on vit dans une société qui est faite de normes, de codes, de choses qui sont bien ou pas à faire, on ne va pas voler les affaires de quelqu'un, c'est pas bien, ça c'est des normes, c'est des choses qui changent au cours de l'histoire, qui ne sont jamais figées, on voit très bien qu'aucune norme humaine ne peut pas être remise en cause, et donc le rôle aussi du vilain, c'est de nous montrer les normes, c'est-à-dire de nous montrer les codes qu'on utilise tous les jours pour dire voilà, ça c'est bien, il faut faire ça, il faut être gentil, c'est des choses très simples, et le vilain, en brisant ces normes-là, parce qu'en fait, on le considère comme un vilain uniquement parce qu'il fait un truc qu'on considère moralement comme pas bien, parce que sinon, ça ne veut rien dire. Donc c'est uniquement parce qu'il brise des normes, et donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des normes. Donc il met en avant, il met en lumière les codes, les choses qu'il faut faire ou pas faire dans une société, alors que le gentil, ou nous au quotidien, on ne les voit pas, ces normes-là, on les a intégrées. Au quotidien, on se dit c'est pas bien de taper quelqu'un au hasard dans la rue. Bon, on le sait, on n'a pas besoin de toujours se le rappeler pour pas le faire, quoi. Et donc le vilain, celui qui va le faire, qui va faire un peu la violence random, la violence au hasard, qui va faire appel au chaos dans la vie, va nous rappeler finalement que ces normes, le fait de faire des choses bien ou pas bien, elles sont construites, elles sont liées à des tas d'apprentissages, la fiction sert à ça aussi, nos parents servent à ça globalement beaucoup, l'éducation. Et d'un point de vue sociologique, le vilain il est intéressant parce qu'il nous rappelle, mais d'ailleurs dans les études en sociologie, on s'intéresse beaucoup souvent à la déviance, on va prendre un groupe qui fonctionne d'une certaine manière, on va s'intéresser à ceux dans le groupe qui sont fait exclure ou fonctionnent différemment, parce qu'ils vont nous montrer en creux comment fonctionne ce groupe. Parce que quand on est à l'intérieur d'un groupe social qui fonctionne très bien, c'est très difficile de comprendre comment il fonctionne quand on est dedans. On a la culture occidentale, que ce soit la famille, que ce soit n'importe quelle communauté auquel on appartient. C'est très difficile de voir comment ça fonctionne quand on est plongé dedans. Par contre, quand quelqu'un fait éclater les normes, quand quelqu'un change les rôles, quand quelqu'un arrive et met le chaos, et là, ça devient... Tout de suite, les normes deviennent visibles. C'est ce que fait le Joker dans Batman, dans Dark Knight. Bon, je sais que tu n'aimes pas ces films-là, mais de Nolan, par exemple, il dit explicitement, il dit voilà, moi, mon rôle, c'est d'amener le chaos pour montrer que toute votre manière d'être, elle est construite, c'est-à-dire qu'elle est artificielle. Et le héros, en fait, le méchant plutôt, montre à quel point toute notre manière d'être est artificielle. En fait, on se comporte tous en jouant des rôles au quotidien. Ça, c'est les sociologues, ça fait très longtemps qu'ils ont montré ça. Et donc, on joue des rôles, et à force de jouer des rôles, on finit par penser que c'est naturel et que c'est en fait on joue plus. Et le méchant, lui, il nous dit regardez, en fait, ce que vous faites, c'est construit. Voilà. Oui, donc là, tu abordes la question morale, en fait. Exactement. Le méchant, c'est le rôle, c'est la morale. Et plutôt l'écrivain, l'auteur du livre ou de la fiction, il va jouer le rôle moral. On s'attend à ce que le méchant perde à la fin, ou à ce que quelqu'un qui fasse une faute soit puni. Et cette punition, c'est une mise en scène de la justice, finalement, que nous, on met en scène de manière très juridique, avec des lois extrêmement précises, mais ces lois émanent de lois beaucoup plus anciennes, beaucoup plus implicites, beaucoup plus orales, qui sont celles de il ne faut pas briser des normes. Et regardez, ceux qui brisent les normes, on les exclut du groupe, on les met en dehors de la communauté. Et souvent, d'ailleurs, dans les histoires de la pop culture, le méchant, quelqu'un qui ne comprenait pas au début, qui faisait un truc méchant, mais on va l'exclure, et du coup, il va ronger sa rage pendant les années en disant je reviendrai, et je me vengerai de toi. Les méchants de James Bond, les méchants, tout ça. C'est quelqu'un qui finalement, lui, est quelqu'un de gentil, mais à un moment donné, il a fait une faute, et il s'est fait exclure parce qu'il a brisé une norme.
Et quand on brise la norme, on est puni par la société. Et parfois, on revient pour se venger. Ouais, donc là, c'est la question justement. Donc morale, de quelle est la morale à un moment donné dans l'histoire de la pop culture ? Exactement. Et du coup, ce qui montre aussi on a plusieurs types de vilains qui, à chaque fois, sont liés à différents types de morale et de rapport à ces normes. On a le vilain humain, c'est le plus courant, c'est-à-dire celui qui a une psychologie profonde, pour le coup, qui est peu torturé, qui va vouloir se venger du héros pour des tas de raisons, souvent liées à un passé, on y reviendra. Puis on a le vilain aussi de l'altérité, c'est-à-dire l'extraterrestre, le monstre, le kaiju des films japonais, le Godzilla, etc., qui incarne aussi le vilain de l'ailleurs, celui qui va nous juger d'au-dessus, quoi. L'alien dans les films aliens, etc., c'est celui qui... On peut même pas le comprendre tellement il est différent de nous, donc on ne peut pas lui donner une psychologie. Et puis on a le vilain, moi que j'aime bien, le vilain naturel, j'adore les films catastrophes, donc le vilain, la tornade, la fin du monde, les tremblements de terre, tous les films de Roland Emmerich, si vous voulez. Tu viens de te dévoiler, c'est assez monstrueux. Ouais, tu vas être moqué. J'ai spoilé les films de Roland Emmerich. J'aime bien les films de Roland Emmerich, je suis désolé. Voilà. Et donc tous les trucs où c'est le monde qui nous punit finalement, c'est la Terre, c'est Gaïa, hein, pour prendre des termes classiques. C'est la Terre qui nous punit, mais parce qu'on a fauté. Parce que dans Roland Emmerich, dans Le Jour d'après, même si on peut pas dire qu'il y a une psychologie très profonde des personnages, il y a, j'admets ça, je peux l'admettre, même si j'aime bien. Il y a une espèce de message écologique derrière. Par exemple, il y a le fait qu'on a trop consommé de gaz, effet de serre, etc. Et les États-Unis finissent par migrer au Mexique, ce qui est assez amusant en ce moment, parce qu'ils sont punis pour leur impérialisme. Donc, il y a toujours un rôle moral, même quand le méchant est naturel, même quand le méchant est chaotique, c'est les tornades, c'est le temps qui change, c'est le réchauffement climatique. Mais on est toujours puni par là où on a péché. Donc là, d'une manière très fascinante et assez intelligente, donc tu viens d'attaquer sur le premier point dont on avait discuté, donc l'idée du miroir. Mais je suis un génie, qu'est-ce que je te dis ? Bravo. Non, mais applaudissez-le. Non. Regarde. Ah, c'est bon. Finalement, continuez. Flatter son ego. Donc oui, la question donc du vilain, un des premiers archétypes qu'on avait identifié, donc qui est l'idée du vilain miroir, qui permet en fait d'identifier limite le gentil dans ce qu'il est. Ça c'est intéressant. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que l'opposé pur du gentil est le vilain et donc permet par les interstices et par les manques et par les. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le gentil, il n'est pas intéressant en général dans la fiction. C'est ce qu'on disait. Voilà. En fait, c'est vrai. Vous êtes posé la question. Finalement, le gentil, il est chiant. Mais il est tellement chiant et vide que finalement, il a tout espace pour nous. Enfin, il laisse tout espace pour qu'on rentre dedans. C'est ça qui est fascinant. Alors que le vilain, finalement... Voilà, le vilain, c'est l'autre. Et en fait, on s'en rappelle limite plus parce qu'il est complet. Il est complet et il est notre opposé, notre altérité pour le coup, l'autre. Voilà. Et là, ça devient intéressant. C'est le principe du jeu vidéo. D'ailleurs, le jeu vidéo, on incarne un avatar. Donc, évidemment que les avatars des jeux vidéo, en général, n'ont pas beaucoup de psychologie. Hein. Si vous plongez dans un personnage, certes, ça dépend lesquels, évidemment. Surtout Call of Duty. Mais même, moi, je suis très fan de la série de jeux Half-Life, par exemple, où le personnage principal ne parle pas. Et il n'intervient pas. Il existe que par nous, ce qu'on voit dans les personnages autres. Et c'est vrai que le principe de l'avatar, qui est l'incarnation, on va pas faire l'étymologie, mais sur Terre d'une divinité, c'est vraiment ça. C'est que, en fait, le vilain, c'est la coquille qu'on va remplir nous. C'est le trésor, il est pas à chercher. C'est le trésor, il est déjà là. C'est nous qui l'apportons dans la fiction. Et c'est notre regard sur la fiction. Alors, en termes techniques, en narratologie, on appelle ça un jeu origine. C'est parce qu'on aime bien se gargariser avec des mots compliqués. Hein. C'est un jeu origine. C'est-à-dire, c'est l'individu, l'objet qui va regarder la fiction. Et par quels yeux on va regarder la fiction ? En général, c'est toujours par les yeux du vilain. Alors maintenant, on en parlera plus tard, c'est peut-être un peu inversé parce qu'on joue avec ces codes-là. Mais traditionnellement, voilà. Donc Luke Skywalker, il est gentil, mais il est naïf, il est pas hyper intéressant, quoi. Alors, au bout d'un moment, il serait resté dans sa ferme toute sa vie, il aurait été très content, je pense, Luke. Voilà. Clairement. Alors qu'Anakin, il est comme plus profond. Donc voilà, donc c'est cette idée-là que le méchant, pourquoi on le retient et pourquoi on s'accroche à lui ? Parce que nous sommes le gentil. On aimerait tous être le gentil, même si on ne l'est pas au quotidien toujours, mais on aimerait tous être le gentil, donc on va se projeter uniquement dans lui, et tout est fait pour qu'on se projette dans le gentil. Alors dans le méchant, on ne se projette pas, on en a peur, il nous fascine, il nous attire. On pourrait faire du Freud, on va faire du Freud. Ça y est, tu vois, t'es Freud. Parce qu'il incarne le désir, c'est le bad boy finalement, il incarne le désir. Donc on a envie d'aller vers lui, voilà. Alors que le gentil, c'est nous, voilà, et on est en train de se construire. Et c'est pour ça que souvent les gentils d'ailleurs sont des adolescents quand ils commencent dans les aventures, parce que l'adolescence, c'est le moment où on se construit, c'est le moment où on sait un peu qui on est. Et le but du gentil, c'est de comprendre qui il est. Et il n'est lui-même que par rapport à un méchant. Ouais. Et donc sur l'idée aussi, à un moment donné, qu'il incarne par miroir, en fait, la peur carrément de la société. Voilà. On en avait parlé. En fait, dans chaque grande œuvre, en fait, pas pour toutes, mais pour certains méchants, il y a toujours ce sentiment que voilà, le méchant incarne la bascule moderne ou dans un nouveau monde.
de ce que va devenir le monde justement. Enfin, oui, c'est les angoisses quoi. Voilà, donc ça représente les angoisses. Donc aujourd'hui on a les zombies. Exactement. En fait c'est un peu comme les légendes urbaines. Si vous regardez les légendes urbaines depuis le Moyen-Âge, elles ont toutes les peurs qu'on a eues, c'était toujours lié aux paniques sociales du moment. Moi, je me souviens quand j'étais jeune dans les années 90, on me disait n'allez pas au cinéma, il y a des seringues dans les sièges avec des contaminés par le sida. Ça n'a jamais. Ils n'ont pas fait de film là-dessus encore. Ouais, ça serait génial. Il y a un film, Urban Legend, qui reprend tous ces trucs-là, mais et du coup, c'était c'est à ce moment-là, évidemment, début des années 90, on avait peur du sida, et donc on disait oui, il y a des gens qui s'amusent à mettre des trucs, des seringues. Et donc ces peurs-là sont incarnées dans le vilain, c'est-à-dire qu'il va incarner toutes les angoisses, il va les concentrer en lui-même. Et du coup, quand on vainc le vilain à la fin, quand on gagne contre lui, on est sous-jalé, tout ça, on dit c'est bon. Il les incarnait toutes, donc tout va bien, le monde est merveilleux. Et donc oui, et donc du coup, ça veut dire que le vilain change à travers le temps. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que c'est une figure immuable. On a dit Judas, ça n'a pas changé, mais en fait c'est une pâte à modeler aussi. C'est-à-dire qu'il change en fonction de chaque période, chaque peur. La peur religieuse, la peur du risque nucléaire. Godzilla, c'est la peur du risque nucléaire. C'est la peur du c'est l'héritier de la peur nucléaire effectivement de la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça, voilà. Donc il incarne les peurs, les angoisses de. Il faut pas que ça recommence, donc on va en permanence ressasser les mêmes choses. Ce qui fait que c'est parfois un peu redondant d'ailleurs. Oui, mais on en parlait justement quand on s'était rencontrés la première fois pour en parler. Il y a aussi donc dans Le Seigneur des Anneaux, là pour le coup, on va être très simple. Donc Saruman et la peur de la modernité. Ah oui, Tolkien qui incarne complètement cette chose-là. Oui, d'ailleurs, Peter Jackson dans le film, il a même surligné ça de manière un petit peu, bon, ça se débat, mais un petit peu forte. C'est le cinéma. C'est le cinéma. C'est-à-dire que pour Tolkien qui a vécu la Première Guerre mondiale, qui était traumatisé totalement de ça. Pour lui, la machine, c'était voilà. D'ailleurs, dans ses interviews, dans ses lettres et tout, Tolkien il dit, moi, de toute façon, les hobbits, c'est moi. Enfin, les hobbits, c'est ma vie, c'est vivre à la campagne tranquillement, cultiver mes légumes. Et donc, Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, plus que Sauron, Sauron est un peu la présence du méchant, mais voilà. Et qui va nous renvoyer au deuxième archétype qu'on avait défini. La nature, l'altérité lointaine, mais qu'on ne peut pas identifier. Saruman, on peut identifier, il est humain, il a une psychologie, il est fragile. On voit bien qu'il bascule dans le mal. Et il bascule dans le mal parce qu'il dit c'est la modernité. C'est pour ça que je parlais de François Fillon tout à l'heure. C'est toujours, les méchants disent toujours mais moi en fait je suis pas un méchant, je suis juste plus moderne que les autres. Je suis plus progressiste. En fait moi je suis pragmatique. Vous êtes tous des réacs à vouloir rester dans le passé. Et c'est ça que dit Saruman. C'est qu'il dit moi je suis pas méchant, je veux juste arriver au monde de la machine. Alors c'est pas dit explicitement dans le bouquin de Tolkien. Dans le livre dans le film de Peter Jackson, c'est dit clairement nous sommes à l'âge de la machine. Saruman fait tout un discours là-dessus, etc. Donc clairement. C'est les petits paysans versus l'industrialisation, quoi. Donc on est très clairement là-dedans. Et donc oui, c'était la peur le monde qui changeait au XXe siècle. Le monde a beaucoup changé, clairement. Ouais, et en plus, ça amène finalement le Seigneur des Anneaux sur cette relation-là, en fait, au changement. Va définir quand même vachement justement ce qu'on vient de dire. On va identifier dans la pop culture nos peurs par des personnages ou par des forces. Voilà. Et ça, c'est le méchant, arrive toujours à un moment de basculement. Finalement, les moments où tout va, où un monde se passe bien, on n'a pas grand-chose à raconter, quoi. Donc, c'est les moments de crise qu'on va raconter. Et le méchant incarne la crise. C'est le moment l'outil du basculement. Voilà, c'est un changement d'époque. Tout Star Wars, ça parle d'un changement d'époque. Avant, il y avait une stabilité. Après, il y a une stabilité. Et le Seigneur des Anneaux, c'est pareil. C'est un moment important où il se passe des choses, quoi. Et c'est toujours le méchant arrive au moment où le monde a besoin de changer, en bien ou en mal, mais le monde a besoin de changer, d'être un peu quelque part aussi purifié, renouvelé, quoi. C'est une question de cycle. Qui est quand même une vision moderne du rapport au méchant. Parce que finalement, mythologiquement, on n'a pas nécessairement ce rapport-là. Justement, ça nous permet de basculer sur la deuxième image du méchant, qui est le vilain ou le méchant comme incarnation du passé. Voilà. Et justement, il est pas là pour le changement. Historiquement, dans la mythologie, souvent, le héros doit abattre un ancien dieu ou un ancien vilain, une ancienne sorcière, quelque chose qui appartient à l'ordre du passé. Et le héros, justement, c'est là qu'on voit qu'il y a des inversions des pôles. Le vilain, avant, incarnait justement le passé, et le héros, le changement. Voilà. Et le héros apparaissait toujours comme celui qui devait amener le changement. Et en même temps, on l'a aussi finalement dans le Seigneur des Anneaux d'une certaine façon, parce que Sauron est finalement l'ancien maître de son temps. Ancien, ouais. Voilà, il est très très ancien, et finalement c'est lui qu'il faut abattre. C'est-à-dire que là, bizarrement, on a les deux versions. C'est-à-dire que d'un côté, il faut changer le monde, c'est l'âge des humains qui doit arriver, mais on doit aussi empêcher la modernité. On doit construire quelque chose de nouveau sans faire appel à la modernité. C'est le truc intéressant. C'est de la fois parce qu'après, Tolkien représente oui.
C'est ça, c'est-à-dire que historiquement, normalement, le vilain, il appartient au temps passé, voilà, ou aux erreurs du passé. C'est aussi ça, on va voir qu'il y a quelque chose de très intéressant qui appartient justement aussi à Star Wars ou à des choses comme ça qui sont justement des récupérations mythologiques pures. C'est-à-dire que finalement, quand on découvre Star Wars en 77, on ne voit que l'histoire de Luke, mais avec la préquelle dont on peut discuter de la qualité, certes, en fait, on voit bien que finalement, c'est l'histoire de Dark Vador et que en fait, ce à quoi doit s'affronter Luke, c'est finalement l'erreur de son père. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir aussi souvent, c'est-à-dire qu'on doit faire face aux erreurs du passé et à des choses qui n'ont pas été résolues à un moment donné où il y a eu échec. Oui, je pense qu'un twist sur 2 de fin de film de blockbuster américain, c'est mon erreur du passé qu'on avait vu en flashback au tout début du film, finalement revient me hanter, quoi. C'est toujours pareil. Iron Man 3, récemment, c'était ça. Voilà, c'est toujours... J'ai péché, le gentil a péché aussi, et le méchant est finalement une personnification de ce péché, quoi. Pardon ? Ah oui. Oui, sauf que là en plus on a vraiment l'effet miroir. C'est-à-dire que ce qui est en plus drôle dans Batman, dans la construction de Batman, c'est que le fait que le Joker soit finalement la deuxième phase de Batman. L'un et l'autre peuvent Batman, pas vivre il est aussi fou que le Joker. Voilà. Il est républicain aussi. Je pense qu'il a voté Trump. Il y a aucun problème. Surtout avec Frank Miller. Ouais. mais ouais, sur Batman, il y a quelque chose d'intéressant encore plus, c'est que vraiment, voilà, justement, c'est vraiment la double face, même si le personnage de double face existe, mais on a les doubles faces comme ça. Joker, Batman, c'est vraiment les deux personnages. Ils se complètent en fait. L'un peut pas vivre sans l'autre en fait. Et en même temps, si on repousse encore le truc plus loin, Superman peut pas vivre sans Batman. Enfin, il y a un truc après, on peut monter comme ça en échelle. Parce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des rôles, et du coup, les rôles ont besoin des autres pour exister, quoi. C'est le principe. Mais ouais, non, mais par contre, voilà, c'était intéressant, voilà, de revenir sur cette idée, voilà, que mythologiquement, voilà, on a normalement cette bascule qui doit se passer. Le héros, à l'origine, ce qui a changé aujourd'hui, devait être celui qui amenait le changement et le nouveau monde. Ce qu'on est en train de voir, justement, ce qui est en train de changer. Finalement, le héros doit défendre aujourd'hui, souvent, un monde établi, ou sauver le monde établi, ou sauver ce qui a été fait. Alors qu'avant, il était là pour rebooter le truc et dire non, le monde passé est passé, c'est notre monde à nous aujourd'hui, il faut qu'on se le prenne à nous. bien que la société a changé, finalement, que même si les mythes restent et qu'on les réutilise tout le temps, en fait, comme les mythes, c'est de la pâte à modeler, encore une fois, on en fait ce qu'on veut, et du coup, on les transforme, on change leur morale, justement, leur rapport à la moralité, et on voit bien qu'en effet, les mythologies classiques étaient vraiment dans un rapport à la continuité, parce qu'il y a une espèce d'idée d'éternel, c'est-à-dire que les mythes grecs, les mythes du Nord, etc., c'est l'idée, notre civilisation, finalement, a toujours été là, et elle sera toujours là. Et donc, du coup, forcément, ceux qui veulent changer ça, c'est ceux qui veulent renverser un ordre établi, ceux qui veulent... Alors, la pop culture aussi, elle est faite par des gens du peuple, donc c'est les paysans, etc. Donc eux, ils voudraient bien que les riches soient un peu moins puissants. La société a changé, elle est devenue plus égalitaire, même s'il y a des tas de problèmes à régler. Mais je veux dire, par rapport au Moyen-Âge, la société est beaucoup plus égalitaire. Non. Si, je te jure. Tu tapes là-dessus. Ouais, direct. Ouais, un petit peu. Ok, je me ferai plaisir sur Voltaire alors après. Ah bah oui, alors... Tout à fait. Mais c'est pas pour ça que la philosophie des Lumières est forcément toute bien. Oui, mais critiquer le Moyen-Âge comme ça, tu vas fort quand même. Non, mais sur les points de vue de la hiérarchie sociale, oui, évidemment. Enfin, ils avaient au moins 3 ou 4 jours chômés par semaine, je te rappelle. Ça dépend où. Mais, non. Le Moyen-Âge a duré 1000 ans, de toute façon, on peut pas résumer le Moyen-Âge en 2 phrases. Mais de toute façon, voilà, bref, ça pour dire que, en effet, il y a les changements sociaux qui impliquent des changements de la manière dont on s'approprie les histoires, et en particulier le méchant, qui est, voilà, en plus le Moyen-Âge, c'est la grande époque des mythes chrétiens, donc c'est le saint qui va abattre le dragon pour conserver l'ordre établi tel qu'il est, et puis le peuple qui voudra bien que ça change un petit peu. Mais aujourd'hui, les choses changent un petit peu. C'est bien plus complexe aussi. Bah oui, non mais c'est ça. L'inversion, on a vraiment l'inversion des pôles par rapport à la modernité, parce que la modernité finalement, c'est la révolution perpétuelle aussi. Voilà. Alors peut-être qu'après le gnosticisme, on pourrait définir rapidement ce que c'est que la modernité de notre point de vue, parce que modernité, ça fait un mot que tout le monde connaît, mais on a une définition quand même un peu particulière. Ouais. Mais là, on va encore rentrer dans un truc un peu relou pour comment redéfinir la modernité par rapport à nous. D'un point de vue sociologique... Tu vas partir de la tradition. Ah oui, voilà, ça rassure. Ouais, fonce. Bonsoir. D'un point de vue sociologique, le monde moderne, c'est une période qui commence à peu près au XVIIIe siècle, pour le dire vite. Ce qu'on appelle la modernité d'un point de vue historique, c'est-à-dire c'est un moment de basculement évidemment culturel, social, etc., historique, où, alors je vais le dire très rapidement, et il ne faudra pas prendre au pied de la lettre ce que je vais dire, mais où en gros, la société bascule vers une volonté d'universalité, ça c'est les Lumières, donc tu pourras te déchaîner après, et de passage à, si vous voulez, avant, ce qui était au centre de notre vie, c'était Dieu, clairement. C'est
de manière globale. La religion était au centre de les heures de la journée, les jours, les mois, tout était lié à la religion. La modernité, c'est de dire, ce qui est au centre du monde, c'est pas Dieu, c'est l'homme. L'homme en tant qu'avec un grand H, c'est l'humain. Et donc l'humain en tant que communauté générale est ce qui doit être au centre, et plus Dieu, plus obéir à quelque chose de transcendant d'ailleurs, etc. C'est revenons et la modernité donc a créé un nouveau rapport à l'individu, à la société, parce que du coup la société devient la transcendance, la société devient l'idéal auquel on doit atteindre, et puis le paradis lointain, le truc, voilà. Et voilà, alors c'est à la fois très intéressant, ça a amené l'idée de la démocratie, de dire bah voilà, du coup tous les humains doivent participer à la chose, et ça a amené des dérives voilà, qu'on aime bien critiquer parce qu'on aime bien remettre en cause l'image que les gens ont des Lumières, en général la philosophie des Lumières qu'on nous apprend au collège, au lycée, en disant c'est génial. C'est génial, en même temps, cette idée de l'humain comme valeur universelle, ça a aussi voulu dire que comme c'était des gens plutôt de la bourgeoisie ou de la noblesse même européenne, et même française souvent, qui ont émis ces idées-là, et ben, du coup, l'humain pour eux, en fait, c'était l'humain blanc, européen, riche, voilà. Donc ça veut dire que Voltaire, Rousseau, des gens comme ça... Ça y est, on y est. On y est. Ont pu justifier l'esclavage, la colonisation, les femmes n'ont pas d'âme, enfin toutes les choses. Ça, les autres l'avaient fait avant. Les fait avant, ouais. Mais ils ont pas tellement remis en cause l'égalité homme-femme, des choses comme ça. Des femmes à la Révolution l'ont fait, Olympe de Gouges, etc. Mais pas tellement les philosophes des Lumières qui ont censé avoir lancé la Révolution. Parce que du coup, eux, leur idée, c'était notre civilisation est la meilleure, et du coup, on va l'amener au peuple, voilà, ces sauvages là-bas. Et du coup, ça crée des dérives. C'est à la fois intéressant, aucun mouvement n'est totalement dénué d'intérêt, ni bien ni mal. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup dans le roman national français de nous, on a inventé les Lumières, on est génial, la modernité. Oui, la communauté humaine, donnons-nous tous la main autour de la Terre, ça fait qu'on va nier les différences culturelles, qu'on va nier les appartenances, on va nier les communautés, qui peuvent être des choses intéressantes, les différentes cultures. On va dire, la vraie culture, c'est la culture... Oui. Oui, ethnocentré, européocentré. Pas tout à fait, parce que, par exemple, c'est très français, dans le sens où, en Allemagne, ils n'avaient pas du tout la même vision. Par exemple, il y a eu toute une querelle au XVIIIe siècle, XIXe siècle, entre la version allemande de la civilisation de la France et de la culture, et la version française, où la France voulait dire, voilà, nous, on va apporter nos lumières au monde entier, et la vision allemande, qui, entre guillemets, a amené la Première Guerre mondiale, enfin, toutes les oppositions entre l'Allemagne et la France, était plutôt une vision particulariste, c'est-à-dire de dire, bah, il y a la culture de telle classe sociale, la culture de tel groupe social, et chacune a ses valeurs, a sa richesse. Et du coup, il y avait cette idée d'opposition. Donc ça a beaucoup fait d'opposition. Et les non, pays... il faut l'arrêter, il est en pleine digression néofasciste. Non. Mais c'est en fait, vous êtes en train de parler d'exactement ce que je suis en train de bosser en histoire, du coup, ça me parle beaucoup trop. Voilà, alors il faut lire Norbert Elias, voilà, sur cette question-là. Sans vouloir te couper, du coup, c'est parce que par rapport aux Allemands, c'est en pleine période de construction du nationalisme aussi. Et on fait l'histoire nationale, et donc l'histoire. Tout à fait. Parce que toute vision a ses dérives. C'est-à-dire que la vision allemande était, mais non, il n'y a pas de civilisation humaine universelle, ça n'a aucun sens. Nous, on est les Allemands, on a une nation qui est forte, alors que la France, il n'y a pas de nation, c'était le monde. Le monde est beau. Enfin, les deux n'ont aucun sens parce que les deux sont. Oui et non, parce oui, que bien sûr, la France construit du coup aussi son roman national par mais par le haut. L'européocentralisme. Bref, par l'ethnocentrisme, l'européocentrisme, tout ce que vous voulez. Chaque pays le fait. On est en plein 19e siècle, et donc c'est avant 1914. Et c'est d'ailleurs toutes les images qu'on a encore aujourd'hui, que les Américains, quand on demandait à un Américain c'est quoi un Français, ils vont dire c'est des gens qui se lavent pas, qui se parfument beaucoup, qui se poudrent, qui sont très précieux. En fait, c'est cette image-là qu'on a de la France. C'est pas faux. Hein. C'est parfois pas faux. Moi, c'est ce que je fais. Mais c'est l'image qu'on avait au 19e siècle, 18e siècle, des Français vus par les Allemands qui disaient parce qu'en fait la France c'était la noblesse, c'était la vie de cour, c'était Versailles, et donc c'était une espèce de fausse culture avec une espèce de vernis culturel, mais derrière il y avait rien. Et eux ils disaient oui, mais nous on part du peuple, on part du bas. Le peuple c'est la bourgeoisie en vrai, hein. Mais bon, on parle voilà. Mais c'était pas la noblesse, c'était pas le truc hérité du sang. Et voilà, et du coup ça nous fait rebondir sur le héros. Est-ce que voilà, sur le héros et le vilain, c'est les choses héritées du sang, héritées des générations précédentes. Et c'est une grande opposition entre la noblesse qui était héritée du sang et le bourgeois qui disait non, moi c'est la version libérale, si vous voulez, hein. C'est moi, ma richesse, ma place dans la société, je l'ai construite tout seul, et pas parce que je l'ai hérité d'un parent illustre il y a 200 000 ans. Ce qui réfute complètement l'idée de base justement sur la modernité. Enfin, là, je prends l'autre versant, je prends la version un peu ésotérique, mais c'est ton rôle. Qui renvoie à la tradition et à l'idée de la tradition primordiale, l'idée que à l'aube de l'humanité, on était tous réunis et on avait tous une
religion entre guillemets, ça on sait pas très bien. Donc il renvoie à l'idée des Hyperboréens et des Atlantes, tous ces peuples-là un peu perdus, oubliés, qui sont des mythes. Et donc il expliquait qu'au début on avait un point d'origine, dont ensuite tous les mythes ont découlé, toutes les religions sont des adaptations locales en fonction des régions et des peuples. Et donc la modernité, en fait, finalement, c'est son opposé, c'est son inversion, c'est l'idée de réfuter en fait cette idée d'origine unique à laquelle nous appartenons tous. Alors après on peut définir que ça comme on veut et on peut y mettre ce qu'on veut dedans. Mais donc la modernité, c'est le refus finalement de cet ordre originel. Voilà. Dans l'ésotérisme moderne, tel qu'on le vit, c'est comme ça. Voilà, c'est ce refus, de ce monde originel qu'on essaye tous de retrouver, et puis finalement qu'on essaye tant bien que mal tous chacun de retrouver ou de revivre dans le mythe, dans le folklore et aujourd'hui dans la pop culture. Ça, du coup, le gentil incarnerait l'ordre moderne, c'est-à-dire le retour à la civilisation, alors que le méchant viendrait amener le chaos, la sauvagerie, l'anti-civilisation. Alors aujourd'hui, selon certains penseurs, et c'est très discutable, hein, on serait passé à une nouvelle ère qui serait l'ère de la post-modernité ou de la surmodernité, etc., qui serait après la religion qui est au centre de tout, qui nous unit tous, après la civilisation, on a vu que ça avait des dérives, humaines, et aujourd'hui ce serait l'individu. C'est-à-dire l'individu devient le modèle à atteindre, et non plus la civilisation, mais chacun doit se construire à l'intérieur. C'est-à-dire que chaque humain est une civilisation à lui tout seul. C'est dur à dormir le soir quand on est une civilisation. C'est la théologie négative, en fait, de Maître Eckhart, c'est être Dieu en Dieu. Enfin, après, c'est un peu... C'est ça, voilà. Et en sociologie, on appelle ça postmodernité, en philosophie. Et ça serait l'idée que... Et du coup, le problème de ça, ce qui est lié à la postmodernité aussi, pour le lier à la fiction, dans la fiction, la postmodernité amène à ce qu'on appelle la réflexivité, c'est-à-dire qu'on est tous conscients des règles, parce qu'on est tous individus, donc on doit tous se construire, et on n'a plus un rôle attribué à la naissance. La modernité, c'est aussi un rôle attribué à la naissance. C'est vous naissez noble, vous êtes noble. Vous êtes le deuxième de la famille, vous êtes forcément prêtre. Vous êtes dans une famille catholique, vous serez forcément catholique. Vous êtes un homme, vous serez forcément un homme toute votre vie. Voilà. La postmodernité, c'est on peut remettre en cause tous ces attributs de naissance. Et l'individu peut se construire lui-même, ce qui est aussi parfois une solitude, hein, parce que du coup on est totalement libre, théoriquement. Et donc ce qui fait qu'on revient à des cycles. C'est-à-dire que la postmodernité, c'est le retour sur soi. Et donc la fiction postmoderne serait une fiction réflexive. Une fiction qui fait toujours des clins d'œil en disant on sait que c'est une fiction. Et qui vous montre qu'elle est une fiction. C'est le moment du méta qui est extrêmement présent dans la fiction contemporaine. Et même le méchant d'aujourd'hui, justement, il sait qu'il joue un rôle. Souvent, il montre non, mais je suis le méchant. Il y a nombre de films où il dit ça. Non, mais c'est très bien que c'est moi le rôle du vilain. Et c'est cette idée-là que aujourd'hui, tout le monde est conscient de son rôle et tout le monde est conscient qu'il faut essayer d'en sortir parce que finalement, sinon, on serait tous des marionnettes de la modernité. Oui, alors qu'à l'origine, en plus, c'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que si on remonte aux traces qu'on peut avoir la plus lointaine, finalement, d'une certaine façon, de cette tradition primordiale écrite dont on a les traces, ce seraient les textes védiques. Donc les textes hindous et compagnie. Et ce qui est drôle quand on lit ces textes-là, c'est de se rendre compte qu'il y avait une hiérarchie bien établie des choses. C'est-à-dire que même ce qu'on considère comme des démons, ce qui serait le mal pour nous aujourd'hui, à l'époque, il y avait une place très particulière et qui était très respectée. Et que le chaos advient quand finalement ces démons sortent de leur rôle et deviennent justement ce que nous, on pourrait considérer comme des méchants. C'est très drôle, ça, justement, à voir et à constater. C'est que on sent bien qu'à l'époque, on prévenait presque de ce qui pouvait arriver. C'est-à-dire que le méchant avait un rôle sociétal très important. Il avait vraiment une place à part qu'il devait absolument respecter. Et qu'à partir du moment où il sortait de ses propres règles établies en tant que zone du mal, là, le chaos advenait. Et donc ça, c'est un truc très intéressant. On revient à l'idée que tout ça, c'est des rôles auxquels qu'on joue et qu'il ne faut pas dévier de son rôle et que même le méchant respecte quelque part le méchant est dans un schéma qui est d'ailleurs repris par les scénaristes ensuite pour l'intégrer, mais qui est finalement quelque chose de très humain et qui nous renvoie à nos rapports à l'altérité, à nos rapports au rôle de chacun. Et on est tous parfois enfermés dans un rôle de méchant, dans des situations où on se dit mais on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir parce que c'est là, on était mis là pour ça. Et il y a une espèce parfois de frustration du méchant qui dit mais j'aimerais bien être le genre. Il y a souvent d'ailleurs dans les fictions contemporaines, le méchant qui dit mais dans mon propre film je suis le gentil. Voilà, ça c'est un grand classique. Le méchant c'est qu'un regard qu'on porte sur lui. Le méchant c'est qu'un regard. On a décidé qu'on portait le regard que cette personne était un méchant. Et donc, la société fait les rôles. Et donc, si on décide qu'une personne est un méchant, ça renvoie à des questions sur les médias aujourd'hui, etc. Mais on peut décider, si tout le monde ensemble décidons que cette personne-là, elle n'est pas dans les normes, ça sera le méchant. Donc, ce qui permet, donc, par la remise en cause, en fait, finalement, des pôles à chaque fois, d'arriver au vilain héros moderne d'aujourd'hui, celui qui est contemporain de nous, qui fait que nous, on avait identifié ça pour rigoler d'une certaine façon entre nous, quand on avait fait une dernière conférence à Geekopolis une fois, sur l'idée que, justement, reprenant Star Wars pour le coup, en posant la question si finalement, avec les préquels, justement, dont on parlait tout à l'heure,
Et en faisant de toute cette histoire finalement juste l'histoire de Dark Vador et de sa chute et de sa rédemption, est-ce que c'était pas l'axe de bascule du roman contemporain d'une certaine façon sur le vilain devient le centre de l'histoire, et ce qui nous amène finalement aux héros contemporains qu'on peut avoir un peu partout maintenant, qui seront Dexter, Breaking Bad et compagnie, finalement, où le vilain, ou celui dont on ne sait plus où sont les limites et les normes, devient le héros et nous fascine. Et donc cette fascination finalement questionne notre place dans la société aujourd'hui, notre regard sur le bien, le mal, et sur l'idée de blanc-noir qui n'est plus très clair, et justement on est dans les zones de gris en permanence, et on ne sait plus trop comment évoluer par rapport à ce rapport-là. Ce qui est intéressant du point de vue de la fiction, du point de vue pur de la fiction, c'est hyper intéressant, parce que du coup ça fait des méchants clairement moins manichéens. Moi je suis passionné par l'époque des pulps des années 30 où il y en avait beaucoup de méchants. Les méchants c'est des archétypes. Dans les comics c'est pareil, hein, les méchants c'est des archétypes totaux, c'est-à-dire que Fu Manchu et les choses comme ça, voilà, ils sont là pour être méchants. Pourquoi t'es méchant? Parce que je suis méchant. C'est ça. Il y a aucune psychologie derrière, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de passer à aller chercher, il n'y a pas de complexité. Voilà, c'est le méchant est là parce qu'il est méchant. Du coup, ça le ridiculise un petit peu parce que du coup, on voit bien, ça fait apparaître les fils de la marionnette, quoi. On voit bien que c'est un méchant parce qu'il en faut un dans l'histoire, quoi. Alors que là, les méchants d'aujourd'hui, c'est clair qu'ils sont riches, ils sont complexes, et on se dit, même parfois, on aimerait qu'ils gagnent. Ça, c'est le meilleur méchant, c'est celui qu'on se dit, mais non, mais ça, presque on aimerait qu'il gagne, parce qu'il est quand même beaucoup plus sympa. Et on a même le héros qui devient alors méchant peut-être pas, mais depuis les années 70, un badass, celui qui fait des blagues, qui est plus nonchalant. D'ailleurs, dans Star Wars, c'est génial parce comme il a découpé les rôles en plein de sous-rôles, on a Luke Skywalker qui est le gentil classique, et puis Han Solo qui est le gentil un peu plus... Qui est l'intermédiaire, oui. Voilà, j'ai pas envie d'y aller, vraiment, non, laissez-moi tranquille, quoi. Et qui fait des blagues, et qui jusqu'à très tard dans l'histoire, et il veut pas y aller dans cette guerre, il veut pas devenir gentil, il veut juste continuer sa contrebande tranquille. Et ça, c'est le nouveau méchant, quoi. Il reste... Star Wars, ça reste Disney, donc on est très... Aujourd'hui. Même à l'époque. Ça a toujours été du Disney Star. Et donc voilà, et donc du coup donc ça reste gentil, mais ça justement ça met en avant l'idée que le héros qu'on préfère, c'est celui qui est un peu badass, c'est celui qui est venu pour manger du chewing-gum et taper des culs, et qui a plus de chewing-gum, quoi. C'est drôle par contre que tu renvoies justement sur l'idée du personnage justement qui n'est plus manichéen, alors que finalement le manichéisme était aussi le moment donné où on a la bascule entre le polythéisme pur et le monothéisme. C'est-à-dire que quand Mani arrive, et ensuite c'est suivi des mages mazdéens et donc de Zoroastre, c'est le moment où on a la bascule, où finalement on se retire toutes les déités possibles et inimaginables qui nous permettaient d'être des adjuvants à la divinité, mais par nos propres prédispositions. Tu perds tout le monde là. Pardon. Non, mais c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse vachement, justement. Oui, en plus, qu'on ait gardé. Si vous connaissez Nietzsche. Nietzsche qui a très mal lu Zoroastre. Oui. Mais bon, bref. C'est un personnage, c'est un méchant. Mais voilà, non, mais ce qui est drôle, voilà, c'est que. Et d'une certaine façon, on a eu toute la période des années, justement, presque depuis les années 20 jusqu'aux années 70, où on avait des personnages qui étaient comme globalement assez bien définis sur leur pôle d'activité. Ah oui, c'est le méchant. On avait justement, il a une tête de méchant, les petits yeux noirs. On avait le manichéisme bien établi, voilà. De bien, mal, Dieu du bien, Dieu du mal, exactement. Problème réglé. Et en fait, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, finalement, la réponse n'est pas suffisante pour nous. D'une certaine façon, oui, on peut plus se satisfaire uniquement de ça. On trouverait ça simpliste si on faisait des méchants façon comics des années 50 aujourd'hui. Et donc, on a ces personnages qui sont dans les zones de gris en permanence aujourd'hui, qui sont les héros qu'on a, quoi. C'est drôle. On se moque des blockbusters hollywoodiens parfois pour leur simplicité, etc. Mais c'est vrai que regardez les vieux épisodes de Flash Gordon. Le méchant, on va venir des kilomètres. Ça, c'est clair qu'il a une tenue de méchant. Il doit avoir des magasins de méchants, je pense. Il va acheter des vêtements de méchants. C'est fascinant. Mais c'est encore un peu le cas aujourd'hui. Vous prenez Loki dans Thor. Bon, il est beaucoup plus intéressant que les méchants classiques, mais il a les cornes du méchant quand même. Il incarne quelque chose, quoi. Oui, ça avait un nom. Là, j'ai oublié le terme précis. Mais Loki a un rôle très important, donc j'ai oublié le terme précis. Mais en fait, c'est des rôles mythologiquement. En fait, c'est le rôle de celui qui vient agacer en permanence. Oui, c'est ça. Mais ça a même un autre nom mythologiquement. Je crois qu'il y a un autre nom technique qui avait été défini il y a quelques années pour ces personnages en fait qui viennent justement en permanence. Le triste. C'est le terme utilisé. Le farfadet. Mais ça c'est encore un autre personnage. C'est celui qui vient mettre le chaos par plaisir. C'est le méchant malicieux, celui-là. C'est le méchant qui jamais poserait la fin du monde, mais juste qui nous embête. Et puis clairement aujourd'hui dans la rhétorique du méchant, le méchant il nous fait rire. C'est le seul qui nous fait rire. Le gentil il est pas très drôle en général. Et le vrai gentil naïf classique, il est pas très drôle. Alors que le méchant ou le gentil un peu anti-héros, ou le gentil un peu badass qui a pas envie d'aller à l'aventure, etc. C'est le seul qui nous fait sourire, qui nous attire vraiment, parce que le gentil, voilà, il est gentil, quoi.
Oui, dans l'expression, vraiment, il est gentil, quoi. Mais c'est ça que, en fait, on voit cette bascule se passer comme à partir des années 80, notamment, je pense là, d'un seul coup comme ça au cinéma de John Carpenter, c'est Snake Plissken, tous ces personnages-là, qui vont être des personnages d'entre-deux, qui vont finalement plus fasciner le public à un moment donné que le héros pur parce qu'il y a peut-être une forme de... dans les années 80, typiquement, c'est le moment des crises, c'est le moment de la crise du pétrole, etc., un moment de dire... cette civilisation qu'on défendait, est-ce qu'elle est vraiment sauvable ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? La fin de New York 97 ou de Los Angeles 2013, c'est le nihilisme total de Snake Plissken qui dit finalement, j'ai sauvé le monde, mais je vais contribuer à le détruire quand même, c'est pas grave. Et donc, du coup, voilà, c'est l'idée que, oui, je vais faire un truc bien, c'est-à-dire que je vois quelqu'un en détresse, oui, je suis humain, j'ai une empathie, je vais l'aider. Mais de là à dire que cette civilisation en entière, elle doit être sauvée, elle est géniale, elle est magnifique, cette civilisation occidentale, américaine, à la Reagan des années 80, est-ce qu'elle vaut vraiment le coup d'être sauvée ? Je m'en fous. C'est un peu Mad Max aussi, un petit peu. Donc en fait, c'est les années 80, c'est Sioran, quoi. C'est un bon résumé des années 80. Sioran, philosophe très. C'est sa fameuse phrase rien n'est perdu, il nous reste les barbares. C'est ça. Oui, c'est clairement. Et parce que pour une civilisation en fin de vie, en décadence, on peut revenir à l'Empire romain, clairement, hein, en fin de vie en décadence, le méchant, potentiellement, un espoir qu'il se passe enfin quelque chose. Je savais, dans les textes chez les Romains, la fin de l'Empire romain, ils étaient dans une espèce de richesse, de décadence dans Rome. Ils ne voyaient pas leur empire qui s'écroulait, ils ne comprenaient rien. Et ils s'ennuyaient. Ils s'ennuyaient énormément, parce qu'il n'y avait plus rien à vaincre. C'est le fameux truc, j'ai plus d'empire à conquérir. Voilà. C'est Alexandre le Grand, quoi. Et Néron riait en regardant Rome brûler. Exactement. Et on finit par soi-même devenir le méchant quand on s'ennuie, quand on a tellement de pouvoir, qu'on est ivre de pouvoir, ce qu'est le cas de la civilisation occidentale. Du coup, on est obligé de s'autodétruire un petit peu. C'est pour ça que, d'ailleurs, sociologiquement, la civilisation occidentale, il y a un sociologue qui s'appelle Ulrich Beck, que je ne conseille pas de lire, il est très dur à lire, mais je donne le nom comme ça pour la péter en soirée, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La société du risque, dans les années 80-90. Et il dit, en fait, la civilisation occidentale la culture occidentale, parce que civilisation, c'est un mot qu'on n'utilise plus trop, la culture occidentale ne fait plus que gérer du risque. On gère le risque nucléaire, on gère le risque de catastrophe naturelle, on gère le risque du chômage, on n'a plus d'ennemis. Alors on gère du risque, même le risque du terrorisme qu'on a en partie créé, etc. On gère du risque. Et finalement, le nouveau méchant, c'est le risque. D'où la transition vers le méchant climatique, le méchant catastrophe naturelle, le méchant tout ça. C'est on gère un risque, on est là, on prend des assurances, quoi. Mais on prend des assurances, en même temps, on aimerait... Combien de geeks que dans ma thèse, moi j'ai interviewé des geeks, combien m'ont dit « Ouais, mais au fond, une apocalypse zombie, ça me ferait un peu rêver quand même. » Hein ? Voilà. On sait très bien qu'en vrai, non, parce qu'on serait tous morts au bout de 10 minutes. Mais il y a quelque part un espèce de moment où on se dit, il y a un frisson de, ouais, mais au moins, quand je m'ennuie, je rentre du boulot le soir et j'ai une vie un peu répétitive. Voilà. Et quelque part, cette catastrophe naturelle, cette horde de méchants, ce mal, il réveillerait un peu notre civilisation endormie. Il y a un côté fantasme. Et d'ailleurs, il y a un truc très drôle parce que le zombie, finalement, est une figure très récurrente aujourd'hui de ce que pourrait être le mal ou de la fin des temps et donc de représenter cette bascule. Et il y a quelque chose de très fascinant dans la construction même du zombie, vu que, en fait, finalement, Romero crée le premier zombie en 68 avec La Nuit des Morts Vivants, qui s'inspire de Je suis une légende de Matheson, et que finalement, chez Matheson, ce sont des vampires. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Des vampires spéciaux, mais qui sont des vampires qui sont une évolution de l'humanité. Oui. Et donc, si on garde ce postulat de départ, le zombie d'une certaine façon, garde cette idée de société d'évolution. Le barbare qui va franchir les murs, quoi, qui est à nos portes et qu'on attend. Et quelque part, parfois, qu'on attend avec excitation, qu'on laisse venir. Parce que toujours dans l'histoire de zombies, d'épidémie, c'est on aurait pu 20 fois empêcher le truc. Et puis une accumulation d'erreurs administratives, bureaucratiques de notre société complexe fait qu'on n'arrive pas à empêcher la chose d'arriver. Et que quelque part... c'est excitant, parce qu'il se passe enfin quelque chose, il y a un basculement. Et oui, alors que chez Matheson, au contraire, c'est calme. Chez Matheson, c'est l'ennui. C'est l'ennui du héros, justement, qui est dans une situation où, pour ceux qui n'ont pas eu... Alors, pas rien à voir avec le film, ceux qui ont vu le film. Aucun des films fait, même. Aucun des films. Ouais, Omega Man un peu plus. Ouais. Quoi ? Ah ouais, Charlton Heston, il est classe. Non, mais ça, c'est... Oui, non, ça, c'est... Non. Si. Non, c'est mal. Non, tu n'as pas le droit de dire ça. Bref, Je suis une légende un chef-d'œuvre de la littérature fantastique, où voilà, le héros est seul dans une maison toute la journée. Il y a des vampires dehors qui sortent que la nuit, mais donc ils se baladent un peu la journée, mais la nuit, ils s'enferment chez lui. Et toute la journée, la nuit et la journée, il s'ennuie. Il regarde des vieilles cassettes vidéo, il fait des pompes, il cuisine un peu, il a son chien, c'est tout. Et il s'ennuie. Et finalement, à la fin, c'est presque par dire, mais en fait, je pourrais vivre là 80 ans, ça ne changerait rien. La civilisation est finie, donc je vais me rendre, quoi. Et il y a une espèce de spoiler, mais il y a une espèce de renoncement à se dire, bon,
choc d'épuisation, j'ai perdu, quoi. Donc, à quoi ça sert de rester là, quoi? À quoi ça sert? Il accepte le fait d'être le dernier, donc d'être la légende humaine, en fait. C'est ça, parce que dans le film de Will Smith, le twist n'a aucun rapport. Je vais vous raconter sa légende, alors que dans le bouquin, la légende, c'est que les vampires, le soir, se racontent l'histoire de cet humain qui les tue. Et donc, il est une légende de ce point de vue-là, c'est le croque-mitaine. Et là, c'est du point de vue de l'altérité, ça c'est intéressant, du point de vue de l'altérité, de l'autre civilisation, de l'extraterrestre, du vampire. L'humain qui croit être gentil est un méchant parce qu'il allait les tuer. Et les vampires, eux, ils sont là. Nous, et c'est eux qui règnent aujourd'hui. Et c'est eux qui sont là. Ils sont parmi nous. Voilà. Donc c'est lui qui est devenu le méchant. Alors qu'au début, il lutte contre une épidémie qui les transforme l'humanité en vampire. Et à la fin, il se rend compte en fait, il est plus en train de sauver le monde. Il est juste en train d'essayer de tuer un autre monde qui est sans lui. Qui est advenu. Voilà. Et donc ça nous ramène aussi à méchants comme Alien, le méchant de tous les envahisseurs qu'on n'arrive pas à comprendre, le méchant, c'est aussi celui avec qui on a du mal à communiquer. Souvent dans les films d'ailleurs dans la pop culture, on aurait pu résoudre la situation tout de suite si on avait su parler, quoi. Et souvent le méchant, c'est quelqu'un à qui on n'a pas compris, quoi. En fait tu voulais ça, d'accord. Moi je croyais juste que t'étais méchant, parce que t'avais une tête de méchant. Et l'extraterrestre, c'est ça. Les extraterrestres, souvent à la fin des films de science-fiction, les extraterrestres, en fait ils voulaient rien de mal, mais on n'a pas compris. Voilà. Et voilà. Du coup on s'est battu. Ça c'est souvent. Ça marche avec Emmerich, ça? Avec Emmerich ça marche pas trop. Avec Independence Day on envoie des virus. Alors c'est autre chose. Mais voilà, mais c'est ça. Mais moi, ce que je préfère dans l'extraterrestre, c'est comme les méchants, les vrais aliens du film Alien notamment. C'est l'extraterrestre comme altérité totale, c'est-à-dire qu'on sait qu'on pourra jamais faire un petit frichti ensemble autour d'une bière, quoi. Ça marchera pas. Et ça, c'est vraiment la force de nature, quoi. C'est vraiment le méchant barbare, mais le barbare ça sert à rien, quoi. L'étymologie du mot barbare, c'est borborim, c'est les Grecs qui disaient les étrangers ils parlent, ils font brr, c'est les barbares, quoi. C'est ça. Et donc on ne pourra pas lui parler, on ne pourra jamais le comprendre. Et quelque part, encore une fois, il vient nous punir parce qu'on a toujours une espèce de transcendance. L'humain, on ne peut pas s'en empêcher de se dire on a fait un truc de mal, ça vient nous punir. Et donc les catastrophes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une catastrophe naturelle, on a. Oui. Avec plaisir. Mais ce qui est intéressant aussi justement chez Alien, c'est que le héros du film Alien, c'est qui? C'est Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, c'est la seule qui est capable de partager un frichti avec cette altérité absolue qu'est l'autre. Finalement, parce que même en étant le héros, elle a en elle cette part d'ADN du méchant. Donc, et on revient à l'idée qu'on part tous de la même branche humaine, etc. Et d'un côté, enfin, le méchant n'est autre que le frère du héros. Il partage le même ADN, il partage le même... Oui, c'est pareil chez Harry Potter, dit-on derrière. Voilà. Le gentil et le misfit, oui, c'est ça. Le misfit, ça veut dire la personne un peu en dehors du groupe. En fait, c'est celui qui peut comprendre comment fonctionne le groupe humain, la socialité, le rapport humain, parce qu'il est un peu extérieur. Harry Potter, tous les geeks de la fiction, Spider-Man, etc. C'est des gens qui sont un peu rejetés par les humains et ils vont se réintégrer au groupe en sauvant les humains justement d'un méchant encore pire qui lui a souvent le même parcours. Oui, qui est le même, bien sûr. C'est ça. Nous sommes le même, sauf qu'à la fin, il y en a un qui fait un choix. En fait, c'est une question de choix. C'est un qui fait un choix de revenir vers l'humain, de dire je me réintègre au groupe. Et il dit qu'il y en a un autre qui dit non, moi j'irai jusqu'au bout en disant je ne veux pas m'intégrer. Et c'est un choix qu'on fait tous au quotidien. Mais donc en plus qui renvoie à la question de la figure du dragon mythologiquement, qui est la figure de l'ego aussi dans l'alchimie, qui est l'idée que en fait techniquement on doit mettre à terre le dragon, c'est-à-dire terrasser, remettre à terre. En fait, c'est terrasser son ego avant d'avancer. Voilà. Donc ça renvoie à ça, c'est-à-dire qu'on a toujours cette notion-là de toute façon dans le vilain, dans le méchant, c'est-à-dire qu'il est une partie de nous qu'on doit mettre à mal pour renaître à l'humanité. Pardon ? Oui. Ah mais c'est un salaud, hein. Bien sûr. Ah non mais encore une fois, moi j'ai beaucoup travaillé sur la figure du geek dans la fiction. C'est le geek dans je sais pas si la série Buffy par exemple, des choses comme ça. C'est le geek, c'est ils m'ont tous rejeté quand j'étais jeune et je me vengerai. C'est ça. Mais là c'est Whedon qui parle. Oui, mais là c'est Joss Whedon qui a un gros problème avec son lycée. Je pense qu'il a fini en slip dans les casiers du lycée. Et il le dit souvent. Hein, il a pas de voilà. Et donc voilà, mais ça c'est la revanche du geek, c'est ça. C'est soit la revanche du geek parce que je finis par être accepté, parce que les gens, est-ce que je passe outre les choses qu'ils m'ont pas compris pendant longtemps et voilà.
et je finis par accepter que bon, on est tous humains, c'est pas grave, chacun a ses défauts, ou alors je finis par devenir un génie du mal, ce qui est la saison 6 de Buffy, c'est ça quoi. Mais c'est voilà, le geek devient un génie du mal quand il dit bah, ils m'accepteront jamais de toute façon, donc je vais construire des robots et je conquérirai le monde et voilà, je les aurai. Et le savant fou est ça finalement. Une des figures, fameux dont on n'a pas parlé. C'est vrai, une des figures du méchant les plus amusantes, les plus sympas, c'est le savant fou. Qui est ils ne m'ont pas compris, eh bien ils le verront. Derrière un éclair d'ailleurs en général à ce moment-là. Voilà. Ou la version de Dr Folamour, enfin, qui est quand même parfaite chez Kubrick pour le coup. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un grand classique. Alors en plus le savant fou renvoie à l'alchimie parce que pour le coup c'est celui qui cherche et qui voudrait trouver la solution mais qui n'arrive jamais. Et puis ça renvoie à Frankenstein évidemment qui est le premier moment de ce méchant qui est pas vraiment méchant, qui est pas vraiment gentil. On sait pas qui est le méchant, qui est le gentil dans Frankenstein. Enfin, si à la fin on sait que c'est le. Et là tu vas encore nous renvoyer sur les gnostiques. Bah vas-y. Non, parce que dans la figure de Frankenstein justement, le fait de pas savoir qui est le créateur et le créé en fait, et de cette perte de sens et de relation entre les deux. Parce que on a aussi chez les gnostiques l'idée donc vu que le démiurge nous dirige, mais c'est celui qui a créé le monde terrestre physique. Donc en gros pour résumer, Dieu, l'absolu, l'infinité, crée une première unité de création qui sera celle des archontes, des éons et des anges. Et ces anges-là, en voyant que Dieu a créé un autre être derrière qui s'appelle Adam, mais qui est en tenue de lumière, le vivent très mal. Et se disent, mais en plus, il a l'air plus intelligent que le Dieu du dessus, on va lui donner une forme matérielle, on va le faire vivre. Et donc, c'est notre époque à nous, ils nous ont enfermés dans la matérialité. Et donc, nous, après, derrière, quel est notre seul rôle, parce qu'on va ne faire que reproduire le schéma originel, c'est de créer un autre être vivant. Et ça nous poursuivra, ça va nous poursuivre tout le temps. C'est-à-dire que on a le golem chez les juifs, le mythe du golem. On va avoir Frankenstein dans la version moderne, on va avoir la robotique aujourd'hui, et donc ça finit, parce que moi en ce moment ça me passionne et que je suis complètement... Voilà, Westworld, qui est complètement là-dedans. Voilà, qui est l'idée que de toute façon, on ne fera que devenir le méchant de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que pour nous, le démiurge nous a enfermés dans ce monde physique, Matrix, on lui en veut, le salaud, la matrice, tout ça, machin, on va engueuler celui du dessus, on n'est pas content contre lui, et nous on va reproduire le schéma en se disant mais on est super intelligent, on va pouvoir créer la vie. Et à partir du moment où on l'aura créé, elle va nous regarder en disant espèce de connard, on en a rien à foutre. C'est ça, c'est le méchant, on ne fait que le créer. C'est ça finalement. Le méchant est notre enfant. Le méchant est forcément issu de nous, de nos péchés, de nos erreurs ou de notre volonté, de notre soif sans fin d'aller vers un but qui est de rejoindre la divinité, mais qui est de la mauvaise manière finalement, qui est pas la bonne façon, mais on peut pas s'en empêcher. Il y a quelque part comme ça que quelque chose d'inéluctable dans la création du méchant. Donc on doit passer par là. Est-ce qu'on retient la leçon après? En général non, parce qu'il faut faire des suites. Mais même dans la vraie vie. Mais voilà. Et donc c'est. Ça y est, j'ai retrouvé le nom pour Loki. Pardon, Décepteur. Ah oui. Voilà, ça c'est fait. Non, mais c'est mon cerveau, il fonctionne quand même tranquillement, gentiment. Voilà, Décepteur. Voilà, c'est le terme mythologique. Bravo. Je l'aurais pas retrouvé. Et voilà, donc oui, c'est vrai que je sais plus ce que je disais du coup. Le méchant, oui, incarne une forme de nous-mêmes finalement. Hein, il est, sauf le méchant de la nature, etc. Mais là encore, c'est pareil. Hein. Il incarne une forme de nous-mêmes et qu'on a créé, qu'on a forcément construit, le réchauffement climatique, le petit geek qu'on a brimé qui va se venger, le savant fou qui dit ils m'ont pas reconnu donner le prix Nobel, je vais construire un rayon laser, un rayon glaçant, etc. Donc voilà, c'est un grand classique. Et si toutes ces figures, on remarque d'ailleurs, finissent par devenir des figures de gentils. Au fur et à mesure, maintenant le savant fou, c'est plutôt quelqu'un de sympathique. Depuis Chéri, j'ai rétréci les gosses. Là, le savant fou, c'est un savant fou classique, mais il est devenu gentil. Il fait pas exprès. Et il a ripé. Et il déclenche la catastrophe. Mais toujours une catastrophe quand même au début. Quelque chose à ajouter là-dessus? Non, j'étais juste en train de penser à Doc Brown. Ah oui, bah oui. Excuse-moi. Il est dangereux lui quand même. Hein. Bah oui, clairement quand même. C'est un personnage éminemment sympathique, mais quand on se penche un peu, Doc Brown, c'est un fou. Il est très dangereux, clairement. Mais là, le méchant, c'est Donald Trump dans l'histoire. Là, oui, c'est ça. Oui, ça nous permet de regarder les élections récentes autrement. Voilà, et donc, un des éléments aussi qu'on voulait amener, dont on avait discuté ensemble, c'était la question de la visibilité. C'est-à-dire que le méchant, on le voit. Alors que le gentil, on le croise dans la rue, on le reconnaît pas. Le méchant, le croise dans la rue, voilà, il a sa cape, il a son regard, il a son... Voilà. Mais il a une manière d'être, une manière de bouger, un style finalement, hein, c'est ça qu'on appelle un style, qui nous permet de le repérer
Et c'est ça le but de la pop culture, c'est qu'on puisse facilement identifier quels seront les acteurs du drame, comme disait Shakespeare. Et donc c'est une pièce qui se met en place, et il faut tout de suite qu'on reconnaisse qui sont les gens. Et c'est pour ça qu'on parlait du gentil comme une coquille vide, quelque chose sur lequel on se projette, parce que le méchant, c'est celui qui est en face de nous, le miroir, ce qu'on veut, mais qui est ailleurs, et donc il faut qu'on reconnaisse. Donc il y a des attributs qui se créent, c'est toujours assez bien, on va en parler de Loki, les cornes, les choses comme ça, qui incarnent la méchanceté, le vampire avec ses dents, les couleurs, le rouge, les films de la Hammer, vous avez les rouges très vifs, qui ne ressemblent pas du tout à du sang, mais qui est plutôt du sirop de fraise. En même temps, même Kurosawa faisait pareil avec le sang. Il y a une question de pictural après. Voilà, après, il y a Robert Rodriguez qui fait ça de manière beaucoup plus clinquante dans les films, des films de comics. Mais voilà, donc c'est vrai que le méchant, il est aussi beaucoup plus incarné. Il a encore une fois beaucoup plus de chair, finalement. On revient à cette question-là. Hein. Le méchant a beaucoup plus de chair que nous, il est plus vivant, et il est plus sexué. Le méchant est toujours plus sexué que le gentil. On a envie on a du désir pour lui, le méchant. Alors que mais c'est l'idée du diable, après c'est renvoyé au... Oui, c'est ça, c'est la séduction, c'est faux. Donc alchimie, oh merde, on y revient. Vas-y, fais-nous ton petit couplet. Non, mais vas-y, on attend que ça, tu nous fais du teasing alchimique depuis le début. Mais non, ils sont pas prêts pour ça. On vous remettra un manuscrit à la fin, un parchemin chacun. Et voilà, donc oui, le méchant, c'est le pacte, c'est-à-dire que c'est le bad boy finalement, classique. On a envie d'aller vers lui parce qu'il est quand même si attirant. Il est quand même si cool, il est quand même si beau, et on a envie qu'il devienne un peu gentil. C'est classique de mais moi je le changerai. Pour moi, il changera. Mais non, le méchant, c'est dans son rôle, il est intrinsèquement méchant. Voilà, et ce qui est drôle en plus, alors que si on regarde les couleurs utilisées qui sont noir et blanc, généralement la répartition gentil-méchant, ce qui est drôle en plus, c'est qu'il y a une inversion si on prend les symboles de ce que représentent les couleurs. Oui. C'est-à-dire que le blanc est l'idée de manifestation et le noir l'idée de non-manifestation pour le coup. Et alors que le noir, finalement, on l'identifie vachement mieux pour le coup. Enfin, on le prend aujourd'hui, comme une réalité, tangible. Alors que c'est l'absence. Et on l'identifie, on le voit et on le remarque plus que le blanc. Bah oui, parce que après c'est. Non. Il y a peut-être des gens qui se grattent. Non, mais oui. Ça, en cours, ça m'arrive tout le temps. Ça vous a une question? Non, je m'étirais. Oui, donc oui, non, mais tout à fait. La symbolique des couleurs, puis en plus, on voit bien du coup que c'est encore une fois notre vision est très occidentalisée, c'est-à-dire qu'on a une vision très ancrée dans notre petit cadre à nous, mais en fait, les couleurs, les rapports aux couleurs changent, les rapports aux gestes changent. Le méchant n'est pas toujours celui qu'on croit selon les civilisations, selon les légendes, selon les mythes fondateurs, hein, parce que c'est aussi ça, le méchant, c'est le fondateur de la civilisation. C'est-à-dire que derrière ça, le chaos qu'il va créer va émerger quelque chose qui sera meilleur. D'où la nécessité qu'il y ait un méchant rédempteur, finalement, qui vient de nous punir. Et de bonne foi, c'est Noé, quoi. Enfin, on se noie tous et puis après on recommence, quoi. Mais là c'est encore pour le coup, Noé, c'est encore gnostique à mort. Ah ouais, tout à fait. C'est une des parties les plus gnostiques de la Bible traditionnelle. Oui, c'est ça. La punition divine. Exactement. Et la punition divine parce que finalement le monde est imparfait, donc de temps en temps il faut remettre à zéro, faire un petit reboot. Et le méchant sert à ça aussi. Le méchant est purificateur. Hein, et on trouve ça d'ailleurs dans tous les. Cette fois, il y a question. Enfin. Cette fois, c'est oui. Il va tourner autour depuis tout à l'heure, mais la dimension cathartique du vilain, elle est quand même... cathartique, d'accord. Oui. Si on revient, le vilain qui incarne tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a de mal, le refus de l'ordre établi. Enfin, les dionysiaques, c'était ça. On montrait le vilain à travers la ville et on le fouettait pour fouetter ses propres torts. Le fou de carnaval ensuite. Et au final, vous vous contredisez là par rapport au début, parce qu'on ne revient pas à un monde meilleur, on revient à zéro, on revient à l'état initial au final. C'est pour ça que... L'état initial, en fait, c'est un âge d'or. C'est-à-dire que l'idée, c'est une fois qu'on est à zéro, c'est une toile blanche, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Est-ce que ça veut dire que ce sera meilleur? Non, mais ça veut dire qu'on a un espoir. C'est ça, en fait. Selon les Védas, si. Oui. Si on repart à zéro, vu qu'on est censé être dans l'âge de fer, Kali débarque, elle fout le feu à tout. Ça, et hop, cycle, en fait. Reboot total et on est content. Voilà, c'est le fameux grand feu. J'arrête pas d'en parler. C'est le monde comme un cycle, en fait. C'est ça, l'idée du méchant, c'est qu'il vient incarner. C'est lui qui dit hop, le cycle est fini, là, faut y aller. Hein, et il faut passer à autre chose. Et alors oui, clairement. Alors la fonction cathartique, oui, elle est très présente. Après, c'est une approche fictionnelle. On est plus dans une approche mythologique, mais dans la poétique d'Aristote, clairement, on retrouve cette fonction-là, qui est que d'ailleurs, c'est intéressant parce que le lien entre la mimésis et la catharsis, pas rentrer en détail, mais chez Aristote, parce que il nous dit il faut nous montrer notre monde. Aristote explique en gros dans la poétique, il dit
il parle du théâtre, lui, hein, parce qu'à l'époque, les séries télé, ça marchait pas bien encore. Et il nous dit, voilà, dans le théâtre, il faut nous montrer notre monde pour qu'on puisse justement expier nos péchés, nos problèmes, nos démons, nos soucis, nos problèmes personnels et civilisationnels. Mais il ne faut pas que ça ressemble trop à notre vie quotidienne, parce que justement, sinon la catharsis, c'est impossible. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas imiter le monde, il faut le montrer de manière un peu tordue, un peu déformée, un peu extrapolée, parce que si on nous montre un miroir exact de nous-mêmes, on va se reconnaître tout de suite, on va dire « Ah mais non, je ne veux pas regarder ça ». Non, forcément, comme tout le monde, on n'a pas envie de se regarder dans la glace le matin. C'est pour ça que le cinéma naturaliste français nous fait chier. Exactement. C'est d'où l'intérêt de la science-fiction, des mondes imaginaires, parce qu'en fait, ils ne font que... Ou pas, mais ils ne font que remettre en scène des choses qui sont universelles, mais dans une forme qui nous permet de rentrer sans qu'on dise « Hey, c'est vous !» Regarde, la science-fiction, je parle de vous. Non. D'ailleurs, les films de science-fiction qui sont les plus... à nous montrer, hey, cling, cling, je parle de vous, en général, ils marchent pas, ou ils sont pas aimés des fans classiques de SF, parce qu'ils disent, bah oui, d'accord, c'est une allégorie, quoi, c'est pas un film de SF. Donc il faut construire un monde autre, vraiment, avec attention, un méchant, un des personnages importants, bien fait, bien cohérent, pour qu'on puisse ensuite effectuer la catharsis, c'est-à-dire dire, je vais me rentrer dans ce monde, et à partir de ce moment où je suis transporté, c'est l'idée du transport, dans cet autre monde d'ailleurs, là, je vais pouvoir commencer à travailler. Parce que si on montre directement, ah, votre société est mauvaise, elle est pas bien, bah du coup, on va dire, du coup, j'ai pas envie de savoir ça le soir quand je rentre du boulot, et de dire, bah en plus, tout ce que j'ai fait, c'est mal. Donc, il faut amener les choses doucement, et c'est vrai que la catharsis, c'est un processus extrêmement complexe à amener, c'est d'arriver à... En plus, catharsis, en grec, ça veut dire vomir, en vrai, hein. Donc c'est vraiment... Les choses sortent, quoi. Et de faire sortir les choses, il faut arriver justement à créer des personnages complexes, un monde complexe, et c'est un exercice extrêmement difficile, et clairement, le méchant sert à ça. Oui, tu étais en pleine pensée. Non, parce qu'il y avait une question. Donc, non, Amélie. C'est pas une question, c'est plus que ce qui émerge de votre échange. Oui. Ça fait écho à ce que tu disais au début. On n'a pas envie de se projeter sur le méchant. Quand on regarde Star Wars, on n'a pas envie d'être Luke, on a envie d'être Dark Vador. Parce que finalement, par procuration, on peut briser tous les tabous. On peut être ce méchant et justement remplir cette fonction. C'est la liberté aussi. On est libre de mettre, de foutre le feu, d'envoyer chez tout le monde, de tuer des gens qui nous énervent. Il n'y a personne qui nous emmerde pendant 2 heures au ciné. On n'est pas obligé d'être Luke qui est chiant. C'est très contraignant d'être gentil. On a plutôt très envie d'être ce personnage. Mais ça, c'est drôle parce que c'est une vision vraiment purement occidentale. C'est-à-dire que vraiment, dans les pays hindous, on ne voit absolument pas le mal comme ça. Et en tout cas, on accepte l'idée des cycles de vie et que la fin, qui est pourtant amenée par Kali, qui va nous décapiter tous et foutre le feu partout, on le prend comme quelque chose de tout à fait normal. C'est pas grave. On sait très bien qu'on a fini notre cycle et que l'humanité doit repartir à zéro et c'est pas grave. Nous, depuis Mani, donc le manichéisme, après Zoroastre, on est parti sur une dimension vraiment binaire pour le coup des choses, avec 2 opposés réels qui sont le bien et le mal. Il n'y a plus de dialectique entre les deux et en ce moment on essaye, je pense... Il y a une question qui se repose en ce moment, qui est voilà, ce dialogue entre le bien et le mal, quoi. Et qui est ah merde, finalement c'est vachement plus complexe que ce qu'on pensait, quoi. C'est vrai que clairement on est très influencé, mais on peut pas. De toute façon, encore une fois, c'est comme un auteur de SF qui essaie d'imaginer une civilisation extraterrestre très différente de la nôtre. Il est humain, donc il n'arrivera jamais à penser vraiment l'altérité totale. Là, c'est pareil. Penser la différence quand on est occidentaux et qu'on essaie de penser la fiction autrement ou la manière de raconter l'histoire, c'est clair qu'on est enfermé là-dedans et on vit là-dedans et notre vision est totalement lié à des visions judéo-chrétiennes extrêmement puissantes. Mais c'est même avant. On dit ça parce que c'est le terme consacré. L'eschatologie chrétienne, c'est-à-dire l'idée qu'on doit arriver à une fin pour en fait accéder au paradis. C'est quelque chose de... C'est pas si évident ailleurs, quoi. Cette idée de paradis d'ailleurs, en fait, l'ailleurs, chez les Grecs déjà, c'était pas du tout. Il n'y a pas du tout d'enfer au sens. Maintenant, là, on parle de l'enfer grec. Maintenant, c'est toujours on imagine les flammes tout de suite. Mais voilà, le diable versus le paradis, etc. Ces choses-là sont. C'est pas si simple ailleurs, quoi. C'est clair que... Et en plus, surtout que l'idée chez les chrétiens dans la religion occidentale, c'est que c'est une fin de parcours. C'est-à-dire qu'on a vécu, et c'est fini, on est récompensé, c'est bon, vous avez fait des bons trucs, c'est bon. Alors en fait, c'est que le début du parcours chez les Égyptiens antiques, avant qu'ils arrivent à leur paradis, il y avait du travail après la mort. Ça commençait à peine. On avait fait une première étape, sympa, ok, vous avez vu ça. Mais il y avait beaucoup de travail, donc du coup, oui, et du coup, pour revenir, le rôle du méchant continue. Voilà. Et puis il n'était pas aussi clair que nous, ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, c'est qu'on on a un méchant vraiment très justement clairement identifié, qui devient cathartique pour le coup, parce qu'on doit y mettre justement ce rapport qu'on vit très mal finalement de bien mal, et puis pour nous au quotidien, c'est quand même très compliqué d'être
ou l'un ou l'autre et d'essayer d'être sur la voie du milieu en permanence et on a du mal à le faire. Au quotidien, c'est quand même extrêmement compliqué. Et donc, on a besoin finalement, oui, de ces figures cathartiques qui nous permettent d'expurger comme ça toutes ces choses et de nous rappeler en permanence. Mais là, pour le coup, à une morale. Alors moi, j'ai beaucoup de problèmes avec l'idée de morale, mais qui nous rappelle voilà une morale. Voilà, on vit comme ça ici aujourd'hui. Les règles sont celles-ci. Donc moi, je dois être là tout le temps, machin, bosser en permanence. Alors que finalement, dans d'autres pays, dans d'autres civilisations, on avait un rapport vachement plus diffus aux choses, quoi. Alors après, du coup, on essaie de nous rappeler tout le temps que le méchant étant puni, globalement, toujours, même l'anti-héros est souvent puni hein, dans les fictions, ça nous rappelle que justement la rédemption est possible. Et donc que au quotidien, justement, comme tu disais, ça nous renvoie à des choses très quotidiennes. C'est au quotidien, quand on fait un truc de mal, bah, comme on est nous-mêmes, on a tendance à nous juger durement, mais aussi à essayer de se pardonner. Et donc du coup, ça veut dire, bah, en travaillant un peu, on peut quand même arriver à un parcours qui fait qu'on peut se pardonner, qu'on peut redevenir un gentil, qu'on peut en tout cas réappréhender une vision positive de soi-même et voilà, donc que tout n'est pas perdu hein. C'est ça l'idée, c'est qu'on est toujours sauvable, tout le monde est toujours sauvable. Kylo Ren va devenir gentil à la fin. Voilà. Notez-le bien, c'est filmé, c'est bon, c'est parfait, c'est enregistré. Mais non, mais on va être obligé d'aller vers ça en fait, c'est-à-dire que finalement on va reproduire le schéma et on va être obligé d'avoir l'image du méchant dans les figures récentes, oui, sûr, oui. Qui va devoir redevenir le gentil de toute façon à la fin. Oui, c'est un cycle, ça fait une boucle, le yin et le yang, hein, classique, hein, voilà. Et un peu de tout dans tout. Ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Hein, voilà. La table d'émeraude, très bien. Plein de références alchimiques, tout ça. Et voilà, alors peut-être on va, avant de discuter un peu plus avec la salle, on va terminer sur le sidekick. L'entre-deux. Ou le sidekick ou le guide voilà, qui joue le rôle. Ok, quand on réfléchit sur le méchant, on réfléchit toujours un peu sur le gentil par différence, en creux. Mais il y a toujours celui qui est entre les deux. C'est le bon copain du gentil ou le mignon du méchant. Moi, c'est celui que je préfère. Moi, c'est Igor. Mon rôle préféré dans la fiction, c'est Igor. C'est celui qui dit oui, maître, et qui appuie sur la truc et qui prend les coups tout le temps. Et voilà. Et quel est leur rôle justement de voilà le fameux rôle du Igor. Je dis Igor parce que dans Terry Pratchett, tous les personnages de sidekick de méchants s'appellent Igor. Ils sont tous de la même famille en fait. C'est un rôle, c'est une caste. C'est ça. Même les femmes s'appellent Igor. C'est ça qui est intéressant. C'est voilà, le méchant est un rôle. Et du coup, voilà, et c'est cette idée de l'assistant, qui soit du gentil. En général, l'assistant du gentil, il est encore plus naïf et gentil, donc c'est encore pire. C'est Robin, quoi, qui n'est pas le plus intéressant de tous. Là, c'est même très ambigu. Alors, ça dépend des Robins, mais oui. Non, l'arrivée de Robin est très ambiguë. Oui. Bonjour, je suis un homme mûr, plein d'argent, tu es jeune, tu veux te mettre en collant et partir battre le mal avec moi ? Oui, voilà. Ça paraît assez évident. Non, oui, non. Pas besoin de... Tout à fait. Et donc, c'est valable pour le sidekick du méchant aussi, d'ailleurs, en général. Hein. Le serviteur du méchant est souvent un peu amoureux du méchant, quelque part. Sinon, il ne le suivrait pas jusqu'au bout. Souvent, d'ailleurs, on entend dans les films, dans les comics, dans les jeux vidéo, mais il est tellement méchant, mais je suis obligé d'aller avec lui. Enfin, je ne peux pas faire autrement. Et on voit même, quand le méchant fait du mal à un gentil ou fait quelque chose d'horrible, on voit le sidekick du méchant qui arrive après, qui fait... Désolé, mais je suis obligé quand même d'aller avec lui. Mais on sent qu'il est un peu tiraillé. Donc cette idée-là d'entre-deux, qui était intéressante, et c'est souvent bien parce que c'est les personnages les plus intéressants, finalement, ceux qui sont un peu à côté, qui sont pas les personnages les plus tragiques, parce qu'on sait que l'avantage quand on est un méchant ou un gentil, c'est qu'on meurt toujours, on souffre toujours beaucoup à la fin. Alors celui qui est à côté, lui, traverse la chose de manière un peu plus extérieure, il peut observer. Moi, j'aimais bien le rôle du gentil, du sidekick ou l'acolyte, si vous voulez, pour dire un mot français. Qui est un peu le rôle qu'on avait dans la tragédie grecque, c'est du coryphée. C'est-à-dire, dans la tragédie grecque, Sophocle, Euripide, etc., vous aviez un groupe de personnes qui étaient un rôle à part entière dans la pièce, qu'on appelait le coryphée, qui est en fait le rôle du public. C'est-à-dire, ils étaient toujours avec le héros ou le méchant, ils accompagnaient les scènes, et ils commentaient du point de vue public. Parce que le public n'avait pas le droit de parler pendant les pièces, mais eux, ils disaient « Oh mon Dieu, il vient de faire ça, mais c'est quand même horrible !» pendant la pièce. Et souvent, les acolytes qu'on voyait dans la pop culture, surtout qui est justement postmoderne, très réflexive et tout, on a souvent l'acolyte qui fait « Oh là là, vraiment, c'était très méchant ce qu'il vient de faire là. » Pour nous, en fait, je vois le rôle du public qui est intégré au film ou à la fiction. Et donc, c'est un rôle qui est très important, qui fait la transition entre nous et le monde. Je t'emmène vers là. Regarde, moi aussi, je suis un peu normal comme toi. Je vois ces trucs apocalyptiques qui se passent, ces batailles incroyables entre méchants et gentils. Mais moi, je suis un mec normal, j'ai juste choisi un camp à un moment donné. Et c'est un peu nous, quoi. C'est encore un peu plus un peu nous. Moi, je pense que c'est très bien pour finir, l'idée de lien. Et donc, on va peut-être essayer de communiquer avec la foule. Oui, s'il y en a qui ont des remarques, des questions, peut-être des exemples concrets, parce qu'on a beaucoup parlé dans la généralité, donc on peut prendre un méchant et analyser ensemble, etc. Oui.
Du coup, sur le rôle de l'acolyte, je trouve dommage que ça se termine comme ça, parce que, à mon sens, ce qui vaut, c'est pour le coup celui qui renvoie effectivement justement au spectateur, mais qui renvoie surtout à la responsabilité éminemment humaine, purement sociologique. Oui, si on reprend l'expérience... Désolée, hein. L'expérience qui a eu lieu dans les années 60, alors j'ai recherché le nom parce que je ne me souvenais plus, de Stanley Milgram. Ah oui, la fameuse. Donc, où on a un scientifique, un cobaye et un personnage lambda au milieu, juste on est vraiment dans une relation triangulaire, où la personne lambda doit infliger des douleurs électriques, des chocs électriques, à chaque fois que le cobaye dit faux à une réponse, sous prétexte pour lui apprendre, sous prétexte qu'il apprendrait plus rapidement. Et on s'aperçoit que la personne lambda inflige les chocs, y compris à des chocs mortels, sous prétexte que le scientifique lui dit « j'en prends toute la responsabilité ». Continuez, j'en prends la responsabilité. Et plus de 60% des hommes et femmes comme vous et moi ont fait le choix de poursuivre l'expérience, même s'ils devaient tuer le cobaye. Et au final, l'acolyte, c'est celui-là. C'est celui qui a enfin trouvé quelqu'un qui prendra toute la responsabilité, soit d'être un héros, soit d'être un méchant, mais qui prendra la responsabilité de tout le bordel, en fait. Quand je disais c'est l'incarne public, il incarne aussi finalement la personne normale, entre guillemets, parce que la normalité c'est quelque chose de complexe, mais la personne normale au sein de tout cet immense truc cosmique avec des super-héros et tout ça, il est là au milieu de tout ça, il dit mais moi ce matin j'étais encore en train de boire un café au Starbucks et je comprends pas ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il a un rôle de médiation entre nous et il a un rôle de complicité, c'est-à-dire que justement aussi, en effet, on peut dire mais qu'est-ce qu'on ferait à sa place ? C'est toute la grande question. Il nous pose la question de qu'est-ce qu'on ferait à sa place. Comment alors, souvent, le sidekick, il a un rôle soit de rôle de parenté. Enfin, il est proche avant que le méchant bascule ou que le gentil part dans son aventure, parce que sinon, en effet, il n'aurait pas l'occasion de faire son choix. Mais c'est vrai. Alors, l'expérience de Milgram, c'est une expérience de psychologie sociale, une des plus connues de l'histoire. Milgram, c'est aussi celui qui a fait l'expérience des 6 degrés de séparation, d'ailleurs, qui est très connu aussi, mais on ne sait pas que c'est lui. On est tous séparés de 6 degrés, etc. Enfin, aujourd'hui, c'est 4,5 avec Facebook, mais... ça a été calculé encore. Et alors cette expérience a été refaite plusieurs fois avec de manière moins concluante. Donc c'est très difficile de savoir exactement comment. Voilà, mais en effet, c'est la question de l'autorité. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, c'est là aussi intéressant, qui permet de revenir sur le rôle du méchant et du gentil. À un moment donné, il faut que quelqu'un prenne ce rôle. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un incarne l'autorité. Il faut un leader pour un mouvement, une révolution. Il faut tout ça. Et c'est un rôle très ingrat et c'est un sacrifice. C'est-à-dire devenir le leader, que ce soit le gentil ou le méchant, c'est un sacrifice. C'est-à-dire, j'incarnerai en ma personne, des idées, des gens, ce qui, quand on y réfléchit bien, ne veut rien dire. Comment je peux, en moi, incarner une population, des idées, et en devenir la chair, finalement, c'est très gnostique. Hein, le leader, c'est quelque chose de très gnostique, c'est l'incarnation en moi de choses qui... non, moi, je suis qu'un bout de chair, donc pourquoi j'incarnerais et qui va, du coup, subir les conséquences positives ou négatives, tout ça, donc peut devenir le chef, et le dictateur, évidemment, quand il basculera, ou peut devenir celui qui, on va punir, parce qu'on peut pas punir, quand il y a une révolution, on peut pas punir 1 million de personnes qui vont dans la rue, on peut punir le chef, par contre. Là, oui, en général, il prend. Et donc, c'est une responsabilité. Et celui qui est à côté, c'est celui qui, après, racontera l'histoire. C'est souvent, d'ailleurs, dans les grands récits, c'est celui qui... les récits qui sont racontés de forme épistolaire, genre, je l'ai rencontré, mon maître, un jour, à la campagne, etc., et ceci, son histoire. C'est celui qui est là pour raconter. C'est aussi, du coup, le rôle du conteur, du barde, hein, qui est le rôle du sidekick, dans toutes les histoires classiques. De quel point de vue ? Oui, c'est ça. C'est la fameuse histoire de quand les... Et puis en plus, Alan Moore, là, on met carrément le pied justement dans ce qui nous lie dans nos différences tous les deux aussi. C'est-à-dire que Alan Moore, c'est aussi cette force de mêler le mystique avec le sociétal de manière très puissante. Quoi. Et puis c'est la fameuse histoire de... Quand les grands guerriers grecs ou romains conquéraient une ville, ils laissaient toujours... ils faisaient la décimation, c'est-à-dire qu'ils tuaient une personne sur... Ils laissaient vivant une personne sur 10, décimée, pour que quelqu'un dise... à raconter l'histoire de la barbarie qu'il a vécue, de l'horreur, pour que la peur du méchant précède l'arrivée du méchant. C'est le rôle classique, c'est l'ombre qui s'abat sur la voilà. Et c'est la création du mythe moderne, en fait. Exactement, ils avaient bien compris ça, qu'ils avaient déjà mis en scène leur propre mythe, ils racontaient déjà des histoires, alors que c'était la vraie guerre. Des questions, des remarques, pas d'accord, des insultes, voilà. Des insultes, voilà. Je les donne. Et ou des exemples, si vous voulez, hein, nous parler un peu d'un méchant qui est particulier ou des choses comme ça. Nous, on a parlé de ce qu'on aime aussi, hein. On a parlé de Alien, on a parlé de Dark Vador, etc. On peut prendre des méchants qui vous plaisent,
Quels sont les méchants qui vous plaisent? Ou pas, ceux qui vous plaisent pas. Les méchants ratés. Petit poney, sinon Moi, je vais analyser Voldemort. Est-ce que vous pourriez l'analyser? Ah bah oui. Voldemort. C'est plus pour toi, Non, mais Voldemort. c'est tout, j'ai dit Ouais, non, mais alors je vais faire la version profane et simple. Oui, bah oui. Parce que, est-ce que c'est un... Oui, est-ce que c'est un... Non, c'est un méchant. D'accord. Je voulais parler de la psychologie de Voldemort. Mais il rentre très bien dans les cases qu'on a étudiées aujourd'hui. Ouais, il rentre dans toutes les cases qu'on a évoquées tout à l'heure, hein, pour le coup. Du méchant qui est mal aimé, qui après on a celle-ci, on a la soif de pouvoir, le rapport à l'ego, l'altérité. Son physique change même dans la chute, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à contrôler son ego, donc il a voulu aller trop loin, donc c'est à d'autres derrière de récupérer le bout de gras et de s'en débarrasser. Parce que c'est aussi ça toujours l'idée, c'est-à-dire qu'il n'a pas accompli sa tâche personnelle de quête personnelle parce que son ego a trop parlé. Donc il a échoué, parce que ce qu'il faut bien se rappeler, encore plus chez Rowling, c'est que c'est vraiment la totalité des romans Harry Potter sont basés sur l'alchimie, sur des rapports alchimiques. Il y a 7 tomes, c'est le 7 passages des métaux. Enfin voilà, c'est en permanence, c'est que ça. Donc elle rappelle en permanence dans le personnage de Voldemort l'idée que si on ne brise pas l'ego dans sa recherche de la pierre philosophale, on peut créer un monstre ou mourir. Oui. Et donc Harry Potter, lui, son boulot derrière, c'est de se taper le bout de gras avec ce mec qui a merdé avant et il doit s'en débarrasser. Non mais c'est vraiment ça l'idée. Comment on rend tout trivial aujourd'hui? J'essaie de rendre tout trivial, hein, parce que sinon à rentrer dans le grand œuvre et tout, on en a pour des plombes. Mais oui, non mais alors je suis totalement d'accord et c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur la question de l'individu versus le groupe. C'est-à-dire que le méchant, c'est pour ça qu'on l'aime, le méchant aussi, c'est parce qu'il représente l'individu incarné. C'est-à-dire que c'est un individu pur. Il est libre, il n'est pas influencé par le groupe. Alors que le gentil, il se bat pour nous, pour les autres. Le méchant se bat pour lui ou pour sa petite cause à lui, mais voilà, et du coup il y a un côté fantasme parce qu'on rêve tous d'être des purs individus. Qui dans sa vie a l'occasion de faire un jour quelque chose que personne n'a jamais fait avant lui? C'est extrêmement rare. Le méchant il fait ça. Le méchant il dit mais moi je suis un individu, alors que le gentil il dit moi je me bats pour que les autres puissent faire ce qu'ils veulent. Mais moi du coup j'ai pas le choix parce que je fais ma quête. Mais et voilà, et donc c'est le sacrifice du gentil est comme ça, et le méchant on rêve tous parce que finalement c'est l'individu quoi, c'est l'individu incarné et on se bat tous au quotidien entre notre appartenance à un groupe, que ce soit la société française, le monde, ou notre petit groupe de quartier, ou la culture geek, ou ce qu'on veut, entre notre appartenance et notre individualité. C'est-à-dire qu'en même temps, on veut être singulier, on veut être soi-même, on cultive notre individualité. Mais on passe notre temps à ça. C'est-à-dire les gens passent leur vie à poster sur Instagram des photos d'inspiration sur « soyez vous-même », mais ils la postent tous en même temps. C'est-à-dire, soyez tous vous-même en même temps, et avec la même photo. Vous voyez bien qu'il y a une contradiction fondamentale dans le rapport à l'individu, c'est qu'on se construit par les autres et pour les autres, et en même temps on veut être un individu unique et différenciable. Et le méchant, c'est le seul qui y arrive finalement à faire ça. Enfin, quand même, moi je trouve que le gentil il est quand même très hypocrite aussi, c'est-à-dire qu'au départ il part toujours un petit peu, il sert ses propres intérêts d'abord avant d'arriver éventuellement sur une question sociale et groupe. Mais il faut qu'il oublie son ego pour réussir. Non mais voilà, le truc c'est... Une image du justicier un peu hors la loi qui fait valoir ce qu'il a envie de faire valoir, mais en contournant aussi les règles sociales. Alors le gentil, il a quand même un postulat de départ, c'est que globalement, dans sa trajectoire traditionnelle telle qu'elle est respectée encore aujourd'hui par rapport au schéma de Campbell, parce qu'on en est encore là surtout pour le cinéma hollywoodien, quand même le héros, il part toujours, il n'a pas envie de partir. Son postulat de départ, c'est qu'il refuse le voyage. Son voyage héroïque, il le refuse dès le départ, il dit non, j'ai pas envie, je suis très bien, je suis fermier, je suis tranquille, j'ai pas envie de bouger. Après, justement, il a le passage dans la grotte qui est son passage à l'ego. C'est-à-dire qu'il doit se confronter justement au père, à la mère, à la famille. Un drame en général. Un drame. Et après, de toute façon, il se rend compte qu'il ne peut travailler et réussir sa quête que s'il est entouré. Donc s'il le vit réellement par un groupe, ou s'il le vit tout seul, ou s'il le vit pour le groupe. Donc c'est tout le voyage du héros. Elle part d'une coquille vide d'un type vraiment chiant jusqu'à celui qui représente le groupe. Et son plus gros travail, généralement, qui est très mal représenté, je trouve, aujourd'hui, justement, dans le cinéma contemporain, c'est le retour du héros. Ça, c'est ça qui est intéressant. Le retour est une mort. Le retour est généralement une mort, mais en plus, on n'a jamais ce retour du héros avec l'objet de la quête pour le groupe. Alors que normalement, on a quand même certains exemples, des fois, du héros mythologiquement qui revient, et voilà, qui a eu l'épée magique, qui a eu le machin, qui se bat pour le peuple, pour le groupe. Et ça, dans le cinéma moderne, on s'arrête généralement là, on dit « Ah, t'es que pour toi !» Est-ce que ça intéresse les gens dans le moderne? Je sais pas, Oui, non, mais c'est ça, c'est là. En fait, le voyage du héros est pas hypocrite en tant que tel. Ce qui est hypocrite, finalement, c'est qu'on va couper aujourd'hui certaines zones du voyage héroïque. Parce que du coup, le héros que vous décrivez, et qui, vous l'avez dit, Batman, il peut être par exemple totalitaire. Parce que c'est un justicier solitaire, riche,
Bon, il a un drame à la base, donc du coup, finalement, il voulait pas y aller quand même. Il aurait bien aimé pas être un héros. Mais il a un drame, la mort de ses parents, qui le pousse à se battre. Mais Batman, à la fin, doit perdre. Enfin, le but de Batman, c'est pas de gagner. Enfin, on peut pas raconter la fin de Batman un jour, parce que c'est un comics, donc ça se continuera toujours. Mais Batman ne peut pas gagner. D'ailleurs, voilà, dans les films, en général, à la fin, ça se finit pas très bien. Et parce que, en effet, il faut qu'ils soient un peu punis, parce que Batman, c'est quelqu'un qui est quand même très, très égocentrique, qui a beaucoup trop d'ego pour arriver au bout de la quête. Donc, s'il revient de la quête, le but de revenir de la quête, c'est pour le gentil, c'est de se sacrifier pour les autres, de vraiment donner tout pour les autres. Et s'il n'y arrive pas, il est puni par la mort, voilà, très très fortement. Donc, en effet, le problème, c'est que les films s'arrêtent en général avant, parce que la punition du gentil, c'est dommage. Mais le gentil qui n'arrive pas vraiment à tout donner pour le groupe, en effet, il a trop d'ego. Et la plupart des héros d'aujourd'hui, en effet, sont des héros très égocentriques. Iron Man, le héros de Gardiens de la Galaxie, ça, c'est les héros qu'on adore parce qu'ils sont badass, parce qu'ils sont marrants, etc. Mais ils ont tellement d'ego qu'en effet, ce ne sont pas des gentils purs et qu'à la fin, ils devraient être punis pour ça. Selon la morale classique, hein, c'est pas moi qui décide. Non, mais selon l'idée du voyage héroïque, de ce que c'est que de devenir le héros de sa vie aussi. Enfin, en effet, j'ai entendu quelqu'un qui disait dans le Seigneur des Anneaux, c'est pas comme ça, évidemment. Tolkien, Seigneur des Anneaux, ça reprend exactement le schéma campbellien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que quasiment tout le monde connaît, mais Campbell, c'est un anthropologue américain qui a fait une espèce de compilation de mythes un peu dans les années 50 et 40, qui a du coup, on en a déduit le mythe idéal, le monomythe, le fameux, qui ensuite a été hyper digéré par les scénaristes hollywoodiens de manière un peu simplifiée. Vogler. Notamment Christopher Vogler, c'est ton combat, qui est un peu, voilà, pour les fans de Kaamelott, c'est le grand inspirateur de Kaamelott, Christopher Vogler. Et donc voilà, et qui a été digéré en étape de scénario qu'on retrouve classique, le jeune garçon naïf qui rencontre un vieux qui lui dit, il y a toujours des vieux dans les histoires, je sais bien, qui lui dit tu devras aller là-bas faire une quête, et il veut pas y aller, il finit par avoir un drame qui lui pousse à y aller, et puis il rencontre différents méchants, etc. Enfin, c'est un schéma extrêmement classique que vous prenez tous les 3/4 des films hollywoodiens rentrent totalement là-dedans, ce qui est très bien, ça marche assez bien parce que c'est des histoires très bien construites qui sont très anciennes et qui ont la récurrence. Là où Nicolas est un peu critique, c'est qu'on a tellement simplifié ce schéma qui du coup il a perdu tous son aspects profonds, moraux, etc. qui sont du coup devenus une espèce de mécanisme avec des rouages un peu faciles, quoi. Mais bon, c'est Hollywood, on va leur demander des trucs. Mais on a quelques exemples, par contre, mythologiquement, du voyage héroïque. Parfait. Non, ouais. Oui, parfait, ça, on en a plein, mais du voyage héroïque qui rate, on en a quelques-uns. Et en effet, celui qui chute sur la porte du dragon, qui récupère le trésor pour eux et qui deviennent le dragon d'un autre, c'est aussi un exemple assez récurrent. Ouais, clairement. Les jeux vidéo Diablo, je sais pas si vous connaissez Diablo, le premier Diablo, c'est le héros gagne à la fin, il tue le démon. Et le démon en fait fonctionne grâce à une pierre magique. Et le héros il faut que je ramène la pierre au village pour que le magicien les enchante, puis finisse la mettre dans le cœur et il devient le méchant du 2. Et ça c'est grand classique. Et ça c'est clair que c'est la chute du héros. C'est même les meilleures fins sont les fins comme ça d'ailleurs. Ou le Seigneur des Anneaux où la fin est où Frodon et tout le monde part dans les Havre Gris, qui est évidemment un pays lointain. Oui, on a compris. Ils vont mourir quoi. Non mais ça c'est l'idée qu'on peut pas revenir indemne d'un voyage initiatique. Le héros revient inchangé, il n'a pas fait de parcours, donc il a pas fait. Et on est inadapté à revivre dans le monde normal en fait. C'est aussi le problème, c'est que la quête héroïque amène forcément à ne plus être capable de vivre. Leur parler après. Voilà, on n'est plus capable de vivre avec les autres parce qu'on a vécu tellement de choses importantes. On a tellement été modifié qu'on n'est plus fait pour le monde. En fait, je voulais justement aborder cette étape 8 en fait, de Campbell, si elle n'est pas intégrée dans la 7, parce que j'ai pas lu Campbell, donc je sais pas. Cette idée effectivement de l'inadaptation, c'est-à-dire que le retour avec l'artefact qu'on était parti chercher n'arrive jamais, vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de retour à la normale, il n'y a jamais de retour à zéro. Et quelque part, la chute du vilain, du méchant, s'accompagne aussi toujours de la chute du héros. Il y a une forme de... Ah oui, non, mais les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble, mais parce qu'on liés quelle raison de du vivre début après. à la voilà, fin. En fait, à partir du moment... Parce que si on prend vraiment le truc de base, on peut se dire, ah bah tiens, il faut faire chuter l'ego, donc tuer le méchant, notre méchant. Et à partir de ce moment-là, on est obligé de se tuer nous-mêmes pour renaître à autre chose qui n'appartient plus au monde qu'on a connu. C'est tout le voyage initiatique. Comme l'idée de changement du monde, en plus... Le héros comme le méchant appartiennent à un ancien monde. Ils l'ont changé, donc le méchant est mort éventuellement, le gentil a gagné. Il a gagné dans un paradigme, dans un modèle de monde qui n'est plus le sien, parce qu'il a lui-même contribué à le changer. Donc du coup, il est plus fait pour ce monde-là. Clairement, ça ne marche plus. Pour le coup, je préfère Goethe à Campbell. Typiquement, le serpent devient le symbole du nouveau monde. Le serpent vert. Oui. Le serpent vert devient le démiurge du nouveau monde, le non-héros, puisque déjà c'est un serpent, mais qui au final fait émerger l'union entre deux mondes
qui ne devaient pas se rencontrer. Et l'étape 8, c'est la transformation avant tout, et quel qu'il soit, le héros comme le vilain ont tendance à devenir la part de ce nouveau monde qui a permis, la part de l'ancien monde qui montre que le nouveau monde existe. Le pont de pierre sur les rives du Rhin, qui ne dit pas son nom, c'est typiquement cette image-là. L'ancien monde, moi, archétype de l'ancien monde, je suis à l'origine du nouveau monde qui se fait. Et de sa chute, finalement. Voilà, mais avec Faust, on est quand même complètement dedans, et le serpent vert, certains savent ce que ça veut dire, et effectivement, de toute façon, à partir du moment où on a effacé la matière, on appartient à un nouveau monde. Enfin, après, c'est le chemin de Faust aussi. Et en devenant le héros du nouveau monde, on va devenir le méchant du suivant. Oui, on peut devenir. Mais justement, c'est aussi, ça renvoie justement au principe gnostique, l'idée que de toute façon, on n'est que les démiurges d'un monde qui advient. C'est le conte Beowulf aussi, qui a beaucoup inspiré Tolkien pour Seigneur des Anneaux. C'est ça, c'est un héros grand, barbare, vainqueur qui arrive dans un endroit et qui va de ville en ville. C'est vraiment le héros classique des pulps avant l'heure. Et il sauve le monde et il devient le roi du bled. Et 20 ans plus tard, en fait, on se rend compte qu'il avait marchandé plutôt que de battre vraiment le méchant. Il avait tué l'enfant. Voilà, il avait tué l'enfant et la mère se rappelle à lui. Et la mère revient. Et voilà. Et du coup, il est devenu le roi. Et en fait, c'est lui. On se rend compte qu'il y a une nouvelle menace qui plane. En fait, c'est la menace qui plane. C'est exactement la raison pour laquelle il est devenu roi. Il avait sauvé l'endroit, quoi. Donc, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. C'est-à-dire, on sauve le monde. Et en fait, en sauvant le monde, on va provoquer le petit grain de sable qui provoquera par rebond la catastrophe suivante. Donc, c'est une question de cycle. On peut pas faire autrement. C'est le grand canevas du monde. C'est beau ce que tu dis. Vous pouvez m'applaudir. C'était vachement moins fort que pour lui. Non, mais c'est parce que tu l'as fait tout seul. Vous pouvez l'applaudir. Voilà. Je suis ton sidekick. Ouais, c'est ça. J'ai une question par rapport à des figures de vilains ou de méchants qui sont pratiquement... qui n'ont pas forcément d'antagonistes héros face à eux, comme par exemple les boogeymen dans les slashers, où ils se retrouvent plutôt à avoir en antagonisme une bande de jeunes qui sont interchangeables. Et comment ça se positionne, Alors, sachant qu'ils n'ont pas forcément... Voilà, ils ont pas forcément... on n'a pas l'impression qu'ils ont besoin d'un héros pour exister, et le héros n'a pas forcément besoin, ou alors ils sont au pluriel. C'est super intéressant parce que j'ai eu une révélation sur les slashers il y a peut-être 2 ans, à titre perso, en lisant en fait certains textes de Eliade, merci à Eliade. Historien des religions. Ouais, historien des religions, sur l'initiation. Et en fait, il y avait des initiations en Australie et en Afrique du Nord qui étaient mot pour mot ce que représente le slasher, en fait. C'est-à-dire qu'on balançait des groupes d'enfants pour les faire passer l'âge adulte et machin. Rite, ouais. En fait, le slasher n'est qu'un rite de passage, en fait. En gros, on balance des enfants ou des adolescents dans un truc, et en fait, le méchant, il est juste là pour représenter l'initiation et le passage. C'est qu'il n'a pas un rôle de méchant incarné réel, en fait. Il a pas ce rôle-là, il a vraiment le rôle de celui qui permet à ceux qui survivent de passer à un autre monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont toujours enfermés dans une espèce de maison à la campagne, dans une cabane. C'est l'anthropologue Von Gennep qui a étudié ça, le concept du rite de passage, où pour qu'il y ait un rite de passage, il faut d'abord qu'il y ait séparation du monde adulte. Ouais. Et comme ça, en fait, on retrouve le mythe du héros, hein, et on reviendra changer. On reviendra adulte, mais on peut être changé d'ailleurs. Il faut balancer à la campagne, hors de la voilà, ville, il faut le sortir. Voilà, il faut le sortir. Souvent de force, souvent de manière un petit peu détournée. Genre, viens, on va se promener, mais hop, tiens, je te laisse au milieu d'un lion dans la savane. Et ça. Voilà. Et parce qu'il faut le tromper, l'adolescent, le jeune, celui qui n'est pas encore adulte, parce qu'il n'a pas envie. Il a envie de rester enfant éternellement, comme tout le monde. Et non, il faut passer. Voilà, en effet, du coup, il y a cette espèce de. Finalement, c'est l'alien aussi, c'est-à-dire que c'est la force invisible qui est une force. Freddy, il meurt 20 fois, mais on s'en fout, il me viendra, quoi. C'est pas grave. Et il a un masque en plus, donc il est vraiment une force invisible qui est un miroir purement de nous. Mais là, pour le coup, c'est pas en effet le méchant psychologique profond à la Dark Vador, etc. C'est la pure force, quoi. C'est le méchant force. Là, qui est incarné dans un humain, mais finalement, est-ce que c'est vraiment un humain, un Freddy, un Jason ils sont ailleurs, quoi. C'est des monstres. Ouais, c'est autre chose. C'est celui qui permet le passage. Enfin, pour moi, il n'a pas ce rôle. En tout cas, je peux me tromper, hein, mais il n'a pas pour moi ce rôle de passe-pardon. Je suis pas habitué au micro. C'est vraiment explicité, mais après c'est tiré par les cheveux. C'est dans le 6, c'est dans Halloween 6. Il y a plus ou moins une explication comme quoi le tueur, Michael Myers, il serait un individu qui arriverait au sein d'une génération pour nettoyer un peu la génération dans laquelle il émergerait.
c'est le seul qui essaie d'avoir une explication. Carpenter a dit non. Je pense que Carpenter n'est pas d'accord. On peut rien ajouter après Carpenter a dit non. Parce que mais non, mais sinon ça renvoie. Alors ça c'est intéressant parce que ça peut renvoyer à Shining, la version de Kubrick, avec cette idée du père justement qu'on peut voir comme le vilain. Et en fait, moi je le vois toujours comme le père finalement a commis des fautes, des violences sur son enfant. Il n'a pas accepté ses fautes et donc il part complètement en vrille alors qu'il a des pouvoirs potentiellement de réception des forces magiques du lieu en fait. Et l'enfant lui est totalement pur et il les reçoit complètement naturellement et lui ça le rend fou en fait parce qu'il n'a pas accepté ses fautes passées. Et il y a peut-être ça de cette idée-là dans le personnage de Myers justement l'idée d'être finalement capable de recevoir certaines forces et de pas être capable de les mener vers le bien mais vers le mal quoi. Voilà, pour nettoyer effectivement l'humanité. Mais bon, après, Halloween 6, c'est quand même pas le meilleur des meilleurs. Hein. Mais c'est... Oui. Mais c'est l'adolescence. Puis c'est très lié à enfin, voilà, le sang, enfin, la symbolique du sang, l'adolescence, les jeunes filles un peu vierges. Il y a vraiment clairement un rite de passage depuis Carrie, depuis Dario Argento, évidemment, Suspiria, etc. Où même la couleur rouge est tout le temps extrêmement présente. Voilà, c'est le sang qui doit couler pour qu'on passe à un âge autre et qu'on voilà. Personne n'a de questions ? Si. Vous disiez tout à l'heure que, au final, comment dire, les méchants faisaient le bien selon leur valeur à eux. Leur morale. Voilà, leur morale, et que les gentils faisaient le bien selon leur morale à eux. Et est-ce qu'au final, on peut pas dire qu'il y aurait que des gentils ou que des méchants, mais c'est juste qu'ils sont pas dans le bon environnement. C'est-à-dire que le méchant, dans son sens, il fait le bien. Donc pour lui, il est gentil. Et le méchant n'est jamais que le méchant dans l'histoire du gentil, etc. Donc, est-ce qu'au final, il n'y a pas que des gens qui sont pas à leur place ? Est-ce que je sais pas, dans l'univers du Joker, ce qu'il fait, c'est bien. Il met un coup de pied dans la fourmilière, ce qu'il fait, c'est bien. Ou au contraire, des héros qui, à mon sens, peut-être un petit peu... quand on regarde des anciens films, quand on voit les héros des anciens films, aujourd'hui, c'est des connards. Enfin, c'est vraiment des gens qu'on déteste. Alors qu'avant, c'était les héros. Est-ce qu'au final, il n'y a pas tout le temps des gens qui servent leur cause, et donc que des gentils, juste pas au bon endroit ? Ouais, il y a l'idée de façon de ce rapport moral effectivement qui est différent selon l'angle de vue, mais ça va aussi de pair avec l'idée de perdre des repères justement. Là, je vais repartir sur mon truc chiant du début, mais l'idée de l'âge d'or de l'humanité, c'est l'idée que finalement on vivait tous en caste établie, sans rapport de caste, juste en ayant des rôles définis, et que effectivement aujourd'hui, de toute façon, notre travail, il est personnel parce qu'on doit, comme diraient les gnostiques, réapprendre à être des chevaliers alors qu'on est tous habillés en gueux. Voilà. Et donc on a tous ce truc-là qu'on doit défendre. Voilà. Et c'est très compliqué. Voilà. On a ce truc, voilà, cette ambiguïté permanente du fait qu'effectivement, on essaye de se battre pour la lumière au mieux pour nous et pour les autres, mais on n'est pas détenteur de vérité absolue. C'est vrai, malheureusement. J'ai essayé. Tu cherches. Il cherche encore. On parle beaucoup d'opposition depuis le début entre donc, le héros et le méchant. Qu'en est-il quand le héros est le méchant ? À défaut d'un meilleur exemple, je pense peut-être à Memento, où en fait on découvre qu'au final le héros conçu depuis le début est désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film. Alors là, c'est un autre truc qui renvoie. Alors pour le coup, c'est le seul film de Nolan que je peux blairer. Donc le Prestige. Non, même pas. Mais c'est le seul film que j'aime de Nolan. Mais bref, là, ça renvoie à un autre concept qui me fonctionne aussi chez les gnostiques. Je suis désolé d'être chiant avec ça, mais ça me fascine depuis des années et ça me nourrit. Ne te justifie pas. Mais qui est le principe de l'anamnèse en fait, qui est le principe du rappel des vies passées. Et en fait, ce travail-là qu'on peut tous faire, je suis pas en train de dire que j'ai vécu d'autres vies avant, hein, mais c'est juste ce travail de retour sur soi, en fait, d'essayer de remonter à la lumière pour atteindre ce que les gnostiques appellent le plérôme, la lumière. Elle doit forcément, nécessairement, à un moment donné, passer par le fait de se regarder en face et de voir en face le démon qu'il y a en nous.
et de savoir l'affronter. Le fameux dragon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la quête initiatique, à un moment donné, on doit affronter le dragon. Et le dragon, il faut le remettre à terre, il faut le terrasser, le remettre dans la terre pour que l'humus permette de renaître, de faire repousser un nouvel arbre beaucoup plus fort. Donc il y a ce truc-là qui est pas totalement ambigu. Et puis on voit bien que de toute façon aujourd'hui, sur ce rapport, on nous a défini des règles et deux pôles définis qui sont pas la réalité de ce qu'on vit au quotidien. On sait très bien qu'il n'y a pas ou bien ou mal. Voilà, on essaye tous de naviguer comme on peut entre les deux, quoi. On essaye de trouver notre route et naviguer sur le truc. Ça nous suffit pas au final. On a besoin d'autre chose. C'est pour ça qu'on a, même dans la religion catholique, c'est pour ça, ou chrétienne, on a autant de démons. Pourquoi il y en a besoin d'autant ? Il y a presque plus de démons que d'anges. Ils ont viré certains textes du texte parce qu'il y avait certains textes qui présentaient trop d'anges. Parce qu'on voit bien que c'est juste parce qu'on a besoin de ce rapport comme ça, de cette multiplicité, de se trouver au milieu. Parce que toutes ces représentations sont juste des adjuvants qui nous permettent d'aller ailleurs. Alors voilà, tu me permets de rebondir parfaitement à ce que je voulais dire. C'est cadeau. Je sais. Parce que finalement, en fait, on utilise des mauvais mots, en vrai. Parce qu'on dit méchant, gentil, mais en fait, on devrait dire adjuvant, protagoniste. Et une fois qu'on a dit ça, on enlève les rôles, on enlève le côté moral de la chose. Simplement, on dit, voilà dans la fiction, comment il fonctionne. Il y a une structure de la fiction pure. Et voilà, en fait, si on décide que tel personnage, quelle que soit sa morale, est le protagoniste, c'est-à-dire celui par lequel on va suivre la quête, après, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un méchant du point de vue moral, mais c'est le protagoniste. Et du coup, l'opposant, donc dans le schéma campbellien, donc voilà, c'est un rôle, encore une fois, on revient au début, mais c'est un rôle. Si c'est quelqu'un de parfait, un chevalier blond qui chevauche pour sauver une princesse, si c'est un personnage secondaire et qu'on le met dans une position, dans des scènes, dans des moments qui sont ceux de l'opposant, eh ben, mettez un film d'1h30 et vous serez pour qu'il perde ce personnage-là. Et donc en fait, finalement, c'est simplement le fonctionnement de la fiction, qui est une structure qui est un peu magique, hein, qui est un peu anthropologiquement universelle et qui marche très bien. Et donc finalement, on ne devrait pas, en fait, au quotidien, dire lui c'est le gentil, lui c'est le méchant de l'histoire. On devrait dire lui c'est le héros à la limite, et héros pas au sens positif, mais au sens personnage central. Et finalement c'est ça. Et d'ailleurs c'est ce qu'on s'amuse souvent à faire. On peut interpréter des fictions dans sa tête en remettant le personnage de méchant au centre, et on verra en effet que c'est lui finalement le vrai héros de l'histoire. C'est les fameux trucs dans la série How I Met Your Mother, vous avez Barney Stinson qui s'amuse à faire ça avec Terminator, en fait c'est le vrai gentil du premier film. Et Dark Vador, c'est le vrai enfant, etc. Et Karate Kid, voilà, génial. Ouais, on peut s'amuser à faire ça parce que finalement, on change la place du protagoniste. Une fois qu'on a fait ça, ça marche très bien. Donc finalement, encore une fois, on voit bien que c'est des marionnettes et qu'on en fait ce qu'on veut. Pour revenir sur ce que vous disiez de terrasser le dragon intérieur, en fait, au final, les gentils, c'est pas tellement ceux qui sont nés bons, c'est plutôt ceux qui le sont devenus. C'est ceux qui ont eu le courage de affronter la part un peu sombre d'eux-mêmes et de la détruire. Donc au final, Luke Skywalker, pas du tout un gentil. C'est juste il suit le courant, il se trouve qu'il est tombé dans le bon camp, mais Dark Vador l'est beaucoup plus dans ce cas-là. Puisque lui, il change, lui, il regrette, lui, il terrasse le dragon. Ah non, il a échoué, justement. Au bon moment, il a échoué. Il a quand même mis à mal la galaxie. En termes de réussite, c'est limite. La toute fin, mais il a foutu le bordel avant, quand même. Oui, non, il a quand même fait 2-3 trucs un peu bizarres entre les deux. Mais c'est justement ça qui est fascinant et moi qui est la seule partie qui m'a... Après, j'ai pas des gens qui bossent avec moi, tout va bien. Mais la seule truc qui m'a vraiment intéressé dans l'épisode 7, ce que j'attendais et qu'ils ont fait à la fin, bon, il y a peut-être entre les deux des trucs un peu chiants, mais dans l'absolu, à la fin, ce qui est drôle, c'est ça, c'est le réveil de la force, c'est le rapport qu'on peut avoir mythologiquement avec le roi pêcheur. Donc ils nous ont fait, juste avant, dans les premiers, c'était le roi Arthur, la table ronde, le truc, le machin, l'épée Excalibur. Et là, finalement, ils nous font le roi pêcheur, c'est-à-dire le roi qui a perdu le Graal, qui a perdu son royaume, et donc il faut lui rendre son épée magique ou lui ramener le Graal pour le réveiller. Et donc là, ça devient intéressant. Et donc là, Luke peut redevenir un personnage central et absolument captivant, parce que lui aussi a échoué, finalement. Oui, il a pas réussi, il a pas ramené la paix dans la galaxie, il a pas rétabli l'équilibre, il a échoué aussi. Donc en fait, on a cette perpétuelle idée de chute, de complexité à réussir la quête complète. Et donc, cette quête, elle est quasiment impossible, en fait. C'est l'histoire d'une vie et... C'est l'histoire de Perceval, finalement, dans la quête du Graal. Mais c'est Perceval, c'est lui qui y arrive, c'est le seul. Bah, oui, alors, Perceval Gauvin. Oui, ou Parcival, comme tu... Oui, bref. Mais bon, il y en a qui arrivent à voir le Graal et à le toucher, mais qui ne posent pas la bonne question au moment où on roi pêcheur.
et donc qui est celui qui détient le Graal. Et puis il y en a qui arrivent à oublier leur ego, justement à dire bon, je m'oublie et je vais montrer que je suis faible et je vais montrer que je pose la question au moment où il faut, etc. Et qui arrivent eux à enfin acquérir la lumière. Et donc voilà, il y a une différence. Il y a plusieurs types de. On a fait une autre conférence sur les gentils. Plusieurs types de gentils. Les gentils qui frôlent la vérité ultime et qui arrivent à se monter. Puis il y a ceux qui n'arrivent pas à s'oublier, quoi. Dans les moments qui disent ah ben non, je vais rester cool. Et finalement, parce qu'on l'a revu avec Mathilde, pardon, je te regarde. Name dropping total. Non. Mais moi, je pense à ça. Parce que dans l'épisode 7, tu dis justement, Luc redevient un personnage Désolé, mon intéressant. intimité vient de rentrer dans cette histoire. Comment parce qu'il Bonjour la caméra. Tu dis que Luc a échoué. Ouais. Finalement, il a perdu le sabre, il a perdu, il n'a pas contribué à rétablir l'équilibre, etc. Ou alors, du moins, ça a été temporaire. Effectivement. Camelot, voilà, j'ai pas regardé tout au milieu, mais à la fin j'ai vraiment fait attention. Et Arthur se rend indigne d'Excalibur. Il perd Excalibur à la fin. Et il accepte d'ailleurs cet échec, et c'est ce qui finalement rétablit sa dignité, sa noblesse, et permet de mettre fin au conflit qui détruit. C'est un cycle sans fin. Oui, ou alors c'est accepter de tout perdre, comme je voulais pas parler de choses, je voulais parler de Watchmen. Docteur Manhattan, Dieu parmi les dieux. Oui, il accepte de devenir le méchant. Il accepte de porter le méchant, de devenir ce méchant, parce qu'il sait très bien que c'est le seul moyen, finalement, d'accomplir sa quête personnelle. D'unir les gens autour de lui. Ouais. Mais là, je reviens justement sur la question de monsieur à côté, qui est de dire, mais comment on fait quand le héros est un gentil ? Je pense que simplement, le héros est toujours le gentil. C'est-à-dire que c'est toujours les deux faces d'une même médaille. Après, soit il est incarné dans deux personnages différents, soit on le réunit dans une seule et même personne. Et justement, Dr Manhattan dans Watchmen, c'est exactement ça. C'est-à-dire Dr Manhattan accepte qu'on change la perception, que les gens changent la perception qu'ils ont de lui pour devenir tour à tour méchant ou gentil pour permettre la survie de l'humanité. Parce que lui, il est en état de gnose pure, c'est-à-dire qu'il est au-dessus. Donc lui, il peut choisir ce qu'il veut pour les gens d'en bas. C'est pas grave, il s'en fout. Lui, il est au-dessus. Voilà. Non, c'est pas la même fin, mais... C'est Ozymandias, finalement, qui est dans la BD, qui incarne aussi le... Parce que quand on voit Ozymandias dans la BD, à l'origine, c'est plutôt le gentil ultime, parce que c'est le blond aux yeux bleus, c'est limite l'arien, même. C'est le blond aux yeux bleus qui apporte la civilisation, qui a la flamme, et finalement, c'est lui qui fait le mal. Et là, non, mais dans la BD, on va sur un truc encore plus lourd, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'idée de tradition primordiale, c'est-à-dire qu'il retourne carrément au pôle Nord, enfin, dans les pays de neige, et donc... Parce que l'idée des hyperboréens, selon la légende et le mythe, avec des gros guillemets, parce que les nazis ont adoré ça, c'est que c'est des êtres à la peau plus blanche que blanche, au teint plus blanc que blanc. Enfin voilà, il y a tout ce truc-là, et donc c'est pour ça que Moore, quand il l'a placé là-bas, mais en plus Moore, il y a des gros problèmes avec Moore, parce que lui c'est un magicien kabbaliste, mais version crowellienne, donc c'est pas très classe tout le temps, mais c'est radical. Ouais, non, je suis pas très crowellien pour le coup, mais non, mais lui, il est radical. Ouais, il est radical là-dessus, donc voilà, il y a cette ambiguïté aussi, voilà, avec lui à ce niveau-là. Ce qui, pour le coup, moi, me plaisait vachement plus dans le film, c'était voilà, c'est-à-dire que c'est un des trucs que j'ai sauvé de Snyder, pour le coup, voilà. Comment tu balances des trucs polémiques tout le temps sur les. C'est bien, t'as pas. Non, mais c'est bien. Non, mais il faut animer un peu. Ah bah oui, bien sûr. J'ai failli en plus dire que finalement c'est ce qu'on retrouve dans Dark Knight de Nolan où Batman accepte de devenir le méchant de l'histoire, mais j'ai failli pas le dire, pas de troller, mais finalement maintenant que tu balances des trucs sur Watchmen, alors là j'ai plus peur de rien. Voilà, donc on retrouve ça finalement tout le temps. Oui, en effet que en fait toute histoire qu'on raconte, sa fin et son début sont un peu arbitraires. C'est-à-dire qu'en fait à tout moment on prend et on peut faire commencer la quête là en disant voilà, là il y a un truc qui part, un gentil, etc. Et que le schéma de Campbell, on peut le prendre à n'importe quel moment. Finalement, on peut prendre une histoire à n'importe quel moment, on pourrait décider que c'est là. Mais parce que comme nos vies, en fait, nos vies sont un flux. Il n'y a pas de moment de pub et d'arrêt dans nos vies. Il n'y a pas de moment de fin d'épisode. Et donc, en fait, oui, théoriquement. Voilà. Mais sinon, moi, j'en doute énormément. Voilà, chacun chacun sa liberté de croyance. Mais il y a un début, une fin, mais au milieu. Il y a plusieurs cycles, on pourrait dire, on le raconte après. On peut faire ses mémoires, mais ces mémoires, on les romance toujours. Donc on crée une histoire autour de ça. Donc finalement, on prend le héros à n'importe quel moment. Ah, ben là, c'est le moment où il est le méchant. Et puis dans le cycle d'après, il redevient gentil. Puis après, il fait sa rédemption. Et c'est une espèce de... Voilà, c'est ondulatoire, quoi. On monte et on descend tout le temps. C'est pas tout une histoire, c'est une histoire à un moment donné. C'est pas une histoire... Souvent, quand on lit un comics ou quelque chose, on lit ce qui se passe. Ce qui s'est passé avant, on s'en fout. Et ce qui s'est passé après, à la limite, on ne sait pas encore, vu qu'on n'y est pas arrivé. Ouais, c'est ça. Donc l'histoire, c'est une photographie, quelque part. C'est une photographie d'un instant donné. Exactement. Et à partir de cette photo, après, on l'interprète comme on veut. Et on décide qui sont les personnages principaux. Personne d'autre ?
Allez. Tout à l'heure, vous disiez, oui, les méchants, on les admire parce que ils ont une espèce d'aura, ils sont un peu magnifiques, ils font des choses que nous, on n'oserait jamais faire et qu'au fond, nous, on aimerait peut-être un petit peu faire aussi. Est-ce que c'est pas un peu ce qu'on n'a pas pardonné à Kylo Ren dans Star Wars 7 encore, c'est d'être un peu pathétique, d'être un peu nul, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on attend des méchants qui soient grandioses, qu'au moins dans leur mal, qu'ils le fassent bien. Qu'au moins ils le fassent bien, qu'au moins ils soient performants. Ce qui fait aussi l'intérêt de ce héros, là, c'est qu'il échoue dès le départ, lui. On sait qu'il n'y arrivera jamais. Alors que Dark Vador, il a Anakin, il a quelque chose qu'on se dit, il a cette grandeur en lui. Il peut y arriver. Même quand c'est l'acteur australien pourri qui le joue. On sent qu'il peut le faire. Alors que Kylo Ren, il a échoué dès le départ. C'est-à-dire qu'en plus, il se met sous le patronage de Dark Vador. C'est-à-dire que je serai jamais aussi grand que toi. Voilà, il n'y a rien à faire. Il a écrasé, mais c'est le poids familial. Finalement, c'est le poids de l'atavisme. Tous les personnes, je pense, qui ont quelqu'un très connu dans leur famille, tous les grands artistes dans leur famille, les gens qui ont leur grand-père, c'est un grand cinéaste. Comment on vit après derrière ça? Et là, c'est pareil. C'est comment on vit après quelqu'un aussi fort. Bon, on devient un ado nerveux, finalement, un fils de riche. Voilà, c'est un fils de riche énervé qui dit mais moi aussi je vais faire des trucs comme papa, hein, voilà, ou comme grand-papa, ou parce que papa du coup ça l'agace parce que papa lui il a réussi à faire son travail d'ego, etc. Papa c'est un artisan, c'est chiant. Voilà, papa c'est l'artisan, moi je veux devenir un vrai artiste. Voilà. Et donc oui, c'est un héros un héros ou un méchant qui échoue dès le départ. Et du coup, une fois qu'on sait qu'il est perdu dès le départ, je trouve que ça le rend intéressant, moi, quand même, parce que ça le rend adolescent. Alors, il y a un côté un peu pleurnichard, clairement, qui est un peu énervant. Mais ça le rend intéressant, parce que dès le départ, il ne pourra jamais réussir. Et donc, on sait qu'il y a quelque chose de tragique en lui qui crée une empathie tout de suite. Parce que quand on voit deux personnes qui se font taper, une personne qui se fait taper par deux autres, on est toujours pour la personne qui se fait taper. Donc là, lui, il se fait taper par la vie tout de suite. Et donc, c'est vrai qu'on dit, ah, quand même, c'est dommage, quoi, le pauvre. Et il y a quelque chose comme ça, ouais. C'est vrai, l'empathie. On va vraiment finir sur Kylo Ren? Ah bah non, mais moi j'ai rien demandé. Repars dans le gnosticisme, vas-y. Hein, ça va? Ok. Merci. Merci à vous. Et donc merci à vous d'être venus aussi nombreux cet après-midi. Cette conférence a été filmée tant bien que mal. Et vous pourrez la retrouver donc sur YouTube. Encore merci et à très bientôt.